qui m'a le plus vraiment marqué, c'est la première disqualification aux Jeux d'Atlanta en 96. Arrive ce 50 mètres papillon, je fais série d'enfer, premier temps d'engagement, finale avec la ligne d'eau numéro 4. Je fais la plus belle course de mon histoire, je touche la plaque, je me retourne à l'opposé du bassin, mon nom est en premier avec la lettre WR, World Record. Et là, le tableau, il rebelote, exactement comme à la gare, quand le train est annoncé avec du retard, voire une annulation. Et là, mon nom descend en dernière ligne avec 2 nouvelles lettres, DQ pour disqualify. Et en fait, j'ai fait l'erreur qui est d'avoir eu un dernier mouvement de nage avant de toucher la plaque qui n'est pas exactement parallèle entre mes épaules et la ligne d'eau. Et pour le coup, je suis disqualifiée avec une médaille d'or. Et donc, ils m'ont sortie de là et je suis sortie 24 heures du village. Mes parents m'ont mis 4 baffes. Ils m'ont demandé de sécher mes larmes. Ils m'ont dit, maintenant, ça suffit, t'es venue pour quelque chose. Tu y retournes et tu y retournes avec le sourire parce que t'en as encore 5 et ta vie n'est pas finie à une simple tentative de médaille. Et je suis revenue avec une médaille d'or aux 50 mètres nage libre, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Je suis Mathieu Leland, cofondateur d'un club d'entrepreneurs et créateur de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Ludivine Munoz. Elle est triple championne paralympique de natation, DRH, consultante chez France Télévisions et surtout, elle a été responsable de l'intégration paralympique au JO de Paris 2024. C'est une leader qui m'inspire par la force qu'elle a trouvée dans son handicap de naissance, sa combativité et sa capacité à se réinventer à chaque étape de sa vie. Dans cet épisode, on va parler de l'enfance, quand on est différente, du mindset d'une championne, de comment réussir une reconversion professionnelle et aussi du rapport au corps. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et si vous avez apprécié ce moment, mettez 5 sur 5, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Avant ça, une dernière chose, je remercie notre partenaire 108 milliards fondé par Mounia RK. C'est le coaching basé sur les neurosciences qui t'apprend à reprogrammer ton cerveau pour parvenir à tes objectifs. J'en bénéficie depuis 3 mois, c'est absolument ouf. J'ai réussi à reprogrammer totalement mon agenda, à oser y intégrer des moments de pause, à caler les moments importants au bon endroit et aussi à pratiquer la visualisation et le téléchargement de pensées pour être bien plus performant dans mes journées. Je vous invite à les contacter vivement. Merci beaucoup en tout cas Ludivine d'être avec nous aujourd'hui. Super content de te recevoir. Bonjour, merci. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui en tout cas. Merci, en plus tu nous reçois chez toi, donc voilà, un grand honneur. Écoute, je vais commencer par la première question que je pose dans ce podcast, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet ? Elle n'est pas si simple cette question parce que finalement j'ai tendance à toujours tout préparer et à arriver en minima en connaissant les sujets. Mais vraiment la fois où je me suis sentie en difficulté, c'est quand je suis allée faire une prise de parole à Sciences Politiques. Parce que l'intérêt justement des étudiants qu'on a en face de soi, c'est qu'ils ont un regard critique sur tout ce qu'on peut faire. Et j'avais déjà assisté à des conférences et des prises de parole par Mickaël Aloiseau sur le sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je venais pour la 2e série de conférences pour parler de l'héritage des Jeux Paralympiques et notamment du handicap. Et je sais, et à juste titre, c'est une promotion qui est inclusive. Donc, des gens en situation de handicap étaient étudiants à Sciences Po ce jour-là. Et je me suis dit qu'ils allaient me challenger en me disant que ça allait encore pas être suffisant. Et à juste titre, pour les Jeux Paralympiques, on n'a pas su tout faire. On ne pouvait pas révolutionner tout de suite la ville de Paris. Mais finalement, ça s'est très bien passé. C'était assez bienveillant. Et donc, tu t'es sentie à poil et sans filet parce que tu avais peur de décevoir les étudiants, c'est ça ? J'avais peur effectivement de décevoir. Puis j'avais aussi peur qu'on ne réponde pas assez bien aux attentes. Et puis surtout que par l'intelligence situationnelle qu'ils identifient, il y a des points où on n'a pas réussi à aller. Il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Mais l'absence, par exemple, d'accessibilité du métro est un vrai sujet aujourd'hui. Et on ne l'a pas traité sur les 8 dernières années, encore. Donc, pour moi, c'était des sujets compliqués. Et c'est quoi C'est vrai que moi, j'ai du mal à me rendre compte des problèmes que ça pose, tu vois, et c'est pour ça que, justement, on te reçoit aujourd'hui. C'est quoi un point, par exemple, que vous avez moins bien traité pour les JO de Paris, où toi, tu t'es dit, mince, tu vois, ça m'a déçu Alors, c'est pas que j'ai été déçue, mais je pense que sur certains sujets, j'aurais bien aimé qu'on aille encore plus loin. Typiquement, on a mis en place pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques des navettes dédiées pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre, avec leurs accompagnants et leurs enfants, d'aller au tarif du fameux ticket de métro à 4 € des grandes gares, des 8 grandes gares parisiennes pour aller jusqu'à chaque site de compétition. Ben moi, j'aurais souhaité qu'on n'ait pas besoin de les réserver en avance, mais qu'on puisse spontanément descendre du train
être concerné par le handicap, se rendre compte que le service existait et spontanément payer le ticket de métro pour monter. Et ça, on n'a pas pu le mettre en place pour des raisons de volume et aussi de contraintes globales de logistique. Et donc, il fallait réserver et connaître le service 24 heures avant. C'est déjà pas mal, 24 heures. C'est vrai que souvent, quand on est en situation de handicap, même dans 99% des cas, moi, je prépare. Je pars pas comme ça, un sac à dos dans le dos pour me dire où est-ce que je vais, mais plutôt, je prépare mon trajet. Mais c'est vrai que c'est encore mieux quand on a la flexibilité de ceux qui n'ont pas trouvé l'information. Et c'est quoi la plus grande réussite, justement, sur ce sujet d'intégration par rapport au site de la question du handicap, selon toi? Pour moi, la plus grande réussite, c'est tout ce qu'on a fait, cumulé, en fait. Parce que quand on regarde les chiffres, on a éclaté tous les chiffres possibles et imaginables. Les Jeux de Londres avaient 13 500 fauteuils roulants durant les Jeux Olympiques. Nous, on était à 29 900 dans la ville qui est qualifiée aujourd'hui la moins accessible du monde. Donc, c'est que tout ce qu'on a mis en place, ça a fonctionné. Et puis surtout, c'était d'avoir des paroles de jeunes qui se sont exprimés. Moi, je les ai vus dans la presse ou dans les vidéos. Et quand j'ai eu un soir un reportage où il y avait une demoiselle qui disait « Moi, je suis jamais venue au Stade de France. C'est la première fois de ma vie que je prends ma fameuse navette. Pour 15 €, je suis venue aller voir les Jeux paralympiques et j'ai passé l'après-midi au Stade de France. » Et elle était en fauteuil. Et moi, là, j'ai eu l'impression d'avoir servi à quelque chose. Bah, bravo en tout cas. Merci. Alors du coup, toi, ton handicap de naissance, c'est plutôt la main et le bras, pardon, et la jambe, c'est ça? Alors, t'es sérieux? Tu veux me la poser, cette question? Non, je rigole. Alors, j'explique pourquoi je fais la personne heurtée, parce que la situation du handicap, on ne la pose pas comme question pour la simple et bonne raison que moi, c'est un handicap de naissance. Je suis née sans bras, sans jambe droite. J'accepte très bien mon handicap et j'en fais finalement un outil de communication pour expliquer comment on peut être des gens talentueux et heureux dans une vie en situation de handicap, mais pour autant, ça peut renvoyer la personne à une difficulté d'acceptation ou tout simplement à un accident ou à la survenance d'une maladie. Et donc, à chaque fois que quelqu'un demande le handicap à l'autre, ça ramène la personne à ce jour-là. Et puis surtout, mon handicap ne fait pas la personne que je suis aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Néanmoins, pour notre audience, pour qu'on puisse quand même mieux comprendre ce que ça veut dire dans une vie, est-ce que tu peux nous raconter un peu, est-ce que tu peux nous mettre dans la peau d'une enfant qui démarre sa vie dans les années 80-90, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Effectivement, dans les années 80, là, je parais très très vieille, ouais. Donc on modifiera bien le son de ma voix pour me rajeunir. Ouais. Non, pour autant, c'est vrai que c'est important de se projeter dans une situation. Moi, je dis souvent que quand j'étais petite fille, moi, je me suis jamais rendu compte de ma différence pour la simple et bonne raison, déjà, c'est qu'on ne se regarde pas tous les matins dans la glace en permanence. Moi, je suis appareillée. Quand j'étais jeune, j'avais 2 prothèses, une prothèse au bras et une prothèse à la jambe, qui me rendaient en état d'habillement et de quotidien assez commune dans le paysage des enfants à l'école. Ce qui a changé plutôt mon existence, c'est le rapport et le regard des autres qui a été posé sur moi à l'adolescence. Ça a démarré vraiment déjà par l'absence de capacité à rencontrer un milieu sportif ordinaire, puisque j'ai été dispensée de sport au collège. Ça, moi, je l'ai toujours pris. Alors, j'ai toujours l'habitude de prendre les choses à la rigolade ou de trouver le côté positif de l'interdiction. Donc là, je me dis, génial, moi, j'ai 2 heures de plus par semaine pour faire mes devoirs pendant que tout le monde ira faire semblant de faire du sport avec un prof de PS. Et tout le monde critique beaucoup, entre guillemets, le sport à l'école, ce qui, en fait, est une vraie plus-value puisqu'on intègre le sport. Mais pour le coup, je l'ai pris en rigolant. Et heureusement pour moi, mes parents se sont posé la question de ce qu'on pouvait faire de cette énergie débordante que j'avais déjà. Et c'est mon prothésiste, donc c'est la personne qui s'occupe de créer, de réparer et de faire grandir les prothèses en même temps que moi, qui m'a parlé de la Fédération française handisport. J'ai d'abord refusé d'aller les rencontrer parce que je ne me sentais pas différente de mes collègues à l'école. Et puis finalement, mes parents ont insisté, m'ont emmené à une journée porte ouverte. On avait choisi la natation parce que j'adore l'eau et quand j'ai appris à nager en primaire, pour le coup, j'ai été autorisée à venir prendre des cours de natation. Ma maman nous accompagnait, mais j'ai été autorisée à venir. Et pour le coup, ils ont insisté, ils m'ont emmenée à cette journée porte ouverte. Et là, il y a eu le déclic dans la tête d'un entraîneur. C'était très rare, dans les années 90, de rencontrer une jeune demoiselle qui avait déjà le handicap acquis, qui avait l'envie de faire du sport. Donc acquis au sens, je m'étais habituée à la différence de déplacement, à la différence de vie ou même de développement physique. Par rapport à quelqu'un qui aurait pu avoir un accident, exactement, par rapport à quelqu'un qui a un accident. Je suis encore jeune, donc j'ai une potentialité d'entraînement possible qui est assez incroyable. Et puis j'ai une capacité extraordinaire, comme Laure et Florent Manodou, c'est que je flotte super bien. Ça aide quand même quand on veut faire de la natation. Et donc j'ai été repérée par un entraîneur
qui m'a rapidement vite appris à nager, mais concrètement, à faire de la brasse, du papillon. Attends, je reviens sur un truc, mais qu'est-ce que ça veut dire flotter super bien? Ah, mais c'est super facile à comparer. Alors là, je vous donne à tous un exercice très simple. Vous allez dans la piscine, vous allez dans un endroit où vous avez pied, entre 1,20 m et 1,50 m d'eau. Tu vides tes poumons, tu expires et tu te mets en position du fœtus. Et là, tu vois comment ton corps réagit. Donc, tu as ceux qui coulent. Donc là, tout de suite, il faut envisager un autre sport. Tu as ceux qui flottent, mais qui restent finalement au milieu de la piscine et qui ne bougent pas. Et puis, tu as ceux qui flottent tellement bien comme moi, qui remontent. Et moi, mon corps, carrément, je fais comme un petit ballon, je me retourne. C'est incroyable. Incroyable. J'avais jamais entendu parler de ça. Ah, mais un truc incroyable. Et puis, un autre test, quand moi, je fais la planche. Il y a des enfants, tu leur dis, serre les fesses pour faire remonter le ventre et arriver à faire la planche correctement sur le dos. Moi, mon corps flotte tellement bien que j'arrive à sortir. J'ai qu'une main. J'ai qu'une jambe, ce qui veut dire que je suis une moitié d'étoile dans l'eau. Et pour le coup, je flotte tellement bien que j'arrive à sortir mon pied intégralement et ma main, tout en flottant et la tête hors de l'eau. Donc j'ai un corps qui a une densité qui me permet de super bien flotter. C'est l'équilibre entre la densité osseuse, un peu de gras, parce qu'il faut se le dire aussi, souvent les triathlètes ont plus de mal à avancer rapidement dans l'eau parce qu'ils sont tellement secs qu'ils flottent pas et du coup ils ont une plus grande résistance. Et puis il y a ceux qui flottent très bien comme moi. Mais ça, alors du coup, je viens de comprendre pourquoi toute mon adolescence, j'ai toujours nagé comme une merde, avec le corps qui est à moitié immergé. C'est probablement parce que du coup, j'ai une densité qui fait que je suis en gros, je suis un poids mort quoi, dans l'eau. C'est ça. Okay. On est tous hyper différents. Intéressant. Okay. Et dans le sport, on a tous des qualités différentes. Il y en a qui sont très bons, qui ont une coordination des membres qui font qu'en shoot avec un jeu de ballon, ils sont extraordinaires. Il y en a d'autres qui sont très résistants, et tous les gens qui vont faire du marathon. Voilà, on a des capacités physiques différentes. Moi, je suis assez dense. J'ai un corps de sprinteuse. J'ai une musculature qui est assez épaisse, même avant de commencer la natation de haut niveau. Donc moi, ça ne servait à rien de me lancer sur un 400 mètres. Parce que ma cuisse est importante, elle consomme beaucoup d'énergie. Quand j'utilise avec les battements, ça utilise de l'énergie. Du coup, je suis vite en hypoxie. À la différence, on le voit bien, Laure, quand elle faisait son fameux 400 mètres, Laure Manodou, elle utilisait presque pas ses battements parce que justement, elle avait créé un rythme avec la force de ses bras, les jambes venaient juste la rééquilibrer. Puis à la fin, bien sûr, elle s'en servait. Et donc, elle ne consommait presque pas d'oxygène et c'est pour ça qu'elle avait une rapidité bien plus importante que par exemple quelqu'un qui serait sprinter. Et voilà, du coup, j'ai l'impression d'en plus de participer à E = M6 grâce à toi, découvrir des choses sur le corps humain, c'est incroyable. Et du coup, simplement, pourquoi les champions de natation, ou les championnes, elles sont quand même plutôt très très secs. C'est juste que par contre, leur densité osseuse doit plutôt être assez légère, quoi. C'est ça que tu me dis en fait. Oui, puis elles sont quand même pas aussi sèches je trouve qu'un marathonien ou qu'un triathlète. Si on regarde précisément la morphologie, c'est vrai que tous les nageurs et nageuses sont quand même assez costauds, t'as raison. Ah d'accord, je viens de comprendre quelque chose. Ok, super intéressant. Et donc du coup, toi, tu te fais repérer à ce moment-là. Tu connais très bien ton handicap et donc tu sais le maîtriser. Tu as une capacité physique qui te permet de flotter de façon incroyablement bonne. Et là, tu te dis quoi? Tu te lances à corps et âme là-dedans? Enfin, d'où vient le déclic, tu vois? Le déclic, il vient, alors c'est super simple. J'ai commencé ma première compétition départementale le lendemain des Jeux de Barcelone 92. Donc tous les athlètes reviennent avec une médaille autour du cou. Et ils parlent des Jeux paralympiques comme quelque chose d'extraordinaire. Je découvre une équipe de France qui me parle de voyage, qui me parle de féerie, qui me parle d'égalité dans la ligne d'eau, puisque finalement on est classé par catégorie de handicap. Donc je peux m'exercer contre quelqu'un qui a la même capacité de physique que moi, ce qui veut dire que si je gagne, c'est que je suis meilleure. Si je perds, c'est qu'elle est meilleure que moi. Ce que je ne vivais pas dans mon quotidien. À chaque fois que je faisais du sport ou même une sortie de vélo ou un exercice physique avec mes copines, j'étais toujours dernière, en permanence. Je suis encore toujours la dernière au ski. Ce qui veut dire que c'est au bout d'un moment, l'estime de soi est compliquée à garantir quand on passe son temps à arriver après les autres. Et là, pour la première fois de mon existence, non seulement on me propose de toucher en premier la plaque chronométrique, mais en plus de voyager dans le monde entier pour essayer d'exprimer quelque chose que je ne connaissais pas, qui est le futur sport de haut niveau. Donc je me suis lancée par les championnats de France, médaille d'or, championnat d'Europe, 93 Stockmanville, et bien justement, après les Jeux, tu as un peu une période un petit peu creuse où certains athlètes de très haut niveau arrêtent leur carrière, ce qui veut dire qu'il y a toujours de la place pour les jeunes l'année qui suit les Jeux. C'était mon cas, j'arrive pile après les Jeux de Barcelone, une jeune équipe qui part à Stockmanville et je fais ma première médaille d'Europe à Stockmanville. Et ainsi de suite, je fais les championnats du monde et les premiers Jeux paralympiques à 15 ans. Waouh, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que... Est-ce que tu dirais du coup que ça a été une forme de moteur pour toi d'avoir une revanche par rapport à justement ces moments où tu te disais mince, j'ai l'impression d'être derrière les autres,
et c'est ça qui t'a tenu, parce que tu vois, il y a plein de gens que je trouve qui ont un destin exceptionnel, qui ont une forme de revanche sur la vie. Ça peut être une relation avec les parents qui n'a pas été bonne, ça peut être, effectivement, pour ton cas, un handicap de naissance, ça peut être plein de choses. Toi, tu l'as vécu comme ça ou... Oui, alors ça a été vraiment le moteur. Le moteur, et je le dis souvent, le moteur dans l'eau et dans les entraînements, dans les séries difficiles, ça a été la colère. La colère, pas forcément avec déjà ce sentiment de revanche sur la vie, mais plutôt de se dire, je vis une situation difficile en pleine adolescence, où le rapport homme-femme essaye de s'imposer à moi et c'est compliqué. Et finalement, je l'expliquerai, je reste toute seule assise sur un banc pendant que d'autres font la fête parce que personne vient me chercher par ma différence. Pendant les booms ou pendant pendant les booms. Ah, ouais, okay. Il y a des moments comme ça. Rassure-toi, moi aussi, hein, je pense qu'il y a plein de gens même. Mais justement, voilà, mais c'est ça, chacun son histoire et chacun sa difficulté. Ouais. Et moi, j'ai remonté vraiment, j'ai parcouru cette adolescence compliquée parce que je trouvais pas ma place dans le rapport homme-femme dans l'adolescence ou même tout simplement dans les sorties entre copines un après-midi en vélo. Et toute cette énergie, toute cette colère, toutes ces larmes, moi, je les ai mises dans l'eau. Et à chaque fois que je ramenais une médaille, j'avais le sentiment d'avoir une raison à mon existence et de ne pas simplement avoir cette vie un petit peu de côté que je pouvais vivre au collège. Et les années collège, pour moi, c'est les années les plus dures, mais pas que pour moi, hein, pour tous les adolescents au sens large. Du coup, je suis peut-être un tout petit peu trop empathique et sympathique avec mes ados. Mais en tout cas, parce que ce moment était vraiment difficile, moi, la natation a été un moteur. Et je dis souvent, Tony, j'aime bien paraphraser Tony parce que j'aime beaucoup sa phrase. Tony Estanguet, le président, l'ancien, il a fini, je crois, hier, mais l'ancien président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il dit le sport change une vie. Moi, je dis plus que ça. Je dis le sport a construit la femme que je suis aujourd'hui, la maman, la dirigeante, et puis maintenant, on va dire la membre du comité directeur de la Fédération française handisport depuis samedi dernier. Bravo. Ça a construit la femme que je suis aujourd'hui, c'est le sport qui a fait ça pour moi. De toute façon, on va revenir sur cette expérience sportive parce qu'elle est passionnante. Et juste avant ça, est-ce que tu as quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui par un accident ou par sa vie dès la naissance a une situation de handicap? Avec le recul, tu vois, une jeune adolescente qui est un peu perdue, tu donnerais quoi comme conseil? Qu'il y a beaucoup de choses de possibles. Que chaque rêve peut être construit et en tout cas atteignable, que ce soit dans le sport, mais ça peut aussi être dans la culture, ça peut être dans le spectacle, qu'à un moment donné, il faut juste d'abord prendre le temps d'accepter sa situation. Une fois qu'on a un peu franchi cette étape, on peut se lancer à corps perdu dans une passion. On peut trouver collectivement des solutions pour chaque problème, chaque chose qui paraît à un moment donné infranchissable. Il y a souvent des solutions. Des fois, c'est peut-être pas la première, ça peut être le deuxième. Mais en tout cas, que le bonheur est accessible. Par contre, il faut juste un tout petit peu se bouger. C'est le message quand même. Ça vient pas tout seul. Bien sûr, il faut prendre son destin en main, quoi qu'il en soit. Il faut pas se laisser abattre et à un bon moment, il faut prendre accepter les choses et puis se défoncer, quoi. C'est exactement ça. Alors du coup, parlons un peu de sport parce que c'est quand même... cette expérience marquante dans ta vie, comme tu dis, qui a construit ta personne. La première réflexion que je me fais, c'est dans le sport de haut niveau, il n'y a pas d'excuse. Tu vois, pour être la meilleure, il faut être quand même une killeuse, quoi. J'ai l'impression. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et comment est-ce que tu as forgé ton mindset de championne? Est-ce que ça a un lien, du coup, avec cette enfance, avec ce handicap qui t'a propulsé? Comment tu l'expliques? Et tu vois, comment on forge un mental où on devient une killeuse? Il y a une part déjà on va dire de caractère. Hein. Je pense qu'on a chacun en soi. Il y a des gens qui sont faits pour la compétition, puis d'autres qui ne sont pas faits pour ça. Le fait d'avoir envie de se confronter à quelqu'un d'autre, déjà, il faut avoir envie. Il y a effectivement ce fait d'être capable d'être une killeuse. Moi, quand je les ai sur le plot de départ, on était 8. Autant dire qu'elles avaient beau être mes copines une heure avant, c'était terminé. J'ai jamais eu aucun état d'âme en me disant je suis triste parce qu'elle, du coup, elle n'a pas eu sa médaille. Pas du tout. Moi, j'étais là pour gagner, j'étais là pour toucher le mur en première et je l'ai toujours dit, il pouvait m'arriver n'importe quoi. Ça aurait pu être un bonnet cassé, des lunettes perdues, un maillot de bain qui se déchire. Moi, j'étais certaine d'arriver de toucher le mur. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de compétition qui était en moi. Je pense que je l'avais déjà. Et puis après, il y a le fait de se donner les moyens pour y arriver. Et c'est là où vraiment on distingue les différents athlètes de haut niveau, ceux qui arrivent à tenir l'arrêt dans la résistance, parce qu'il faut pas mal d'années pour construire un athlète. Et là, moi, je pense, quand on en parle, je pense tout de suite à Beryl Gastadello. C'est une nageuse de l'équipe de France de natation qui a été récemment Coupe du Monde, qui a fait 2 magnifiques médailles d'argent. Elle a mis des années à avoir ce niveau international reconnu. C'est le cas aujourd'hui. Et c'est son papa qui m'a entraîné mes dernières années de compétition. Son papa qui est décédé, sa maman qui est décédée. Donc elle a un parcours de vie qui est assez incroyable, cette jeune femme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Et c'est vrai qu'on voit comment sa résistance, sa résilience, sa construction de sa personnalité l'ont emmenée aux résultats d'aujourd'hui qui sont
des médailles internationales. Donc c'est ça la clé de réussite pour un athlète, c'est oui, je me prépare, oui, j'ai un esprit un peu de killer ou de killeuse pour arriver sur le plot de départ, et puis il y a cet esprit aussi de résilience, année après année, pour aller chercher l'extrême performance. Comment tu ferais la distinction, tu vois, peut-être en ratio entre ce qui est de l'ordre de l'inné, tu vois, donc tu sais pas, ton caractère, ta mentalité de compétitrice, d'accepter de voir les autres effectivement, voilà, comme vraiment des concurrents et puis pas se faire manger, quoi. Et puis tout ce qui est de l'ordre du travail, tu vois, c'est quoi le ratio, hein, parce que les gens ils se demandent comment on fait pour arriver à être, toi t'as 12 médailles hein, quand même pour le redire, dont 3 d'or. Hein, c'est ça, si je me trompe pas. Donc c'est incroyable. C'était une des athlètes d'ailleurs françaises les plus titrées, hein, parce que 3 médailles d'or, je pense qu'au JO, c'est pas. Enfin, je sais pas exactement quel est le ratio, mais tu dois être dans les meilleurs, quoi, j'imagine. Oui, alors effectivement, il y a les 3 médailles d'or et donc ça m'a fait toutes 12 médailles aux Jeux paralympiques au total. Donc oui, je fais partie, alors je ne suis pas la plus titrée aux Jeux paralympiques en France. Il y a des grands athlètes comme Béatrice Hesse qui ont également fait de très beaux résultats. Marie-Amélie Le Fur aussi, enfin, on est quand même assez nombreuses Français et puis nombreux à avoir ramené autant de médailles. Mais en tout cas, c'est vrai que si on mélange olympique et paralympique, on fait partie des plus titrés. En concurrence, Teddy Riner, qui a eu là, effectivement l'Ordre national du mérite. Il est commandeur de l'Ordre national du mérite grâce à sa 3e médaille d'or. Et ben moi aussi, je suis commandeur de l'Ordre national du mérite, ce fameux collier bleu qu'Emmanuel Macron lui a remis. T'as pas fait mal en le mesant, c'est ce qu'on se demande tous. Non, ça va, on fait attention. Et par contre, alors c'est compliqué à dire l'inné, parce que finalement déjà moi, je ne sais pas la personne que j'aurais été sans handicap. Ça, c'est un peu un grand questionnement pour moi. J'ai une énergie et une dynamique débordante que je retrouve facilement dans les traits de caractère de mes parents. Ça, c'est sûr. La capacité à avancer, à se fixer des objectifs et à se donner les moyens d'atteindre. Par contre, de là à dire que je suis devenue une grande compétitrice, est-ce que le côté un petit peu colère et difficulté du handicap n'a pas été très moteur, puisque je me suis construite avec. Donc ça, c'est important. Et puis après, forcément, c'est quand même cet inné et cette capacité de résilience qu'on a déjà en soi qui nous amène à faire du sport de haut niveau. Je pense que tout le monde n'est pas capable de se fixer des objectifs sur 4 ans. Nous, on fonctionne pendant 4 ans à temps plein en ayant l'objectif d'une finale de 50 mètres, 36 secondes, 4 ans de travail. Voilà, tout est dit en fait quand on donne ce bilan-là. C'est vertigineux hein, d'imaginer ce moment-là. Faut que tu nous dises c'est quoi les pensées ou les émotions qui te traversent comme ça 5 minutes avant de monter sur le tremplin. Le plot de départ. Le plot de départ, pardon. Alors déjà, je trouve que le sentiment qui est puissant, c'est celui quand tu t'entraînes. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé mes années à imaginer ma concurrente. Alors, je vais parler de Maria Goetz, qui est une concurrente que j'avais régulièrement aux 50 mètres papillon et aux 200 mètres 4 nages. Je l'imaginais en permanence à côté de moi, en train de me titiller sur le côté droit pour être à sûr. L'entraînement. Voilà, l'entraînement. Okay, je l'imaginais. Okay. Et du coup, ça me donnait l'énergie qu'il fallait pour aller chercher le 10e 100 mètres départ 2 minutes, par exemple. À partir du 7e, c'est très difficile. En principe, au 8e, on vomit. Enfin, j'exagère un petit peu, mais quand il y avait des séries difficiles comme celle-là, il fallait ce genre de moteur, d'image, de représentation pour moi, pour donner ce coup de bras supplémentaire qui me faisait mal. En te disant, si je le fais pas, elle va le faire. Non, mais je l'imaginais à côté de moi, carrément. Je la voyais à côté de moi dans ma tête, elle était là. Enfin, c'était incroyable. Ça, c'était déjà vraiment quelque chose qui m'a nourrie pendant des années. Surtout ma dernière année avant les Jeux d'Athènes, où je me suis entraînée quasi une année toute seule, puisque je me suis donné des moyens de temps plein et tout le monde n'était pas dans les bassins en même temps que moi. Et puis après, alors, raison de plus, alors là, pour le coup, sur le plot de départ, on ne pense plus à rien. C'est tout ça, c'est la clé de réussite. Pour moi, c'était d'avoir 0 pensée. Parce que ce temps de réaction dont on a besoin pour être à l'heure dans sa course, pour être compétitive, faut avoir 0 pensée. Vraiment. On sait qu'on est prête, on sait qu'on est là. Moi, j'avais pas mal de tips, de phrases mentales dans ma tête. Je chantais dans ma tête des choses positives en chambre d'appel. Tu te souviens d'un chant que avais ou pas? Ouais, j'en avais. Ça rentre dans l'intime. Je chantais toujours « Je vais bien, tout va bien ». C'est nul. Hein. Okay. Mais ça fait partie de ma façon à moi de m'auto-rassurer. Voilà, tout allait bien, j'allais bien et j'étais prête et c'était le bon jour et pas de soucis. Et puis si tant est-il qu'on avait des soucis entre le temps d'échauffement ou des choses comme ça, en fait, on était souvent toutes à la même enseigne. Je pense à des retards de finale. Moi, j'ai eu des gros retards à Atlanta parce que la piscine, elle avait un toit, mais elle n'avait pas de mur sur les côtés, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un orage qui s'engouffrait, ils arrêtaient la compétition, ils resserraient les spectateurs au milieu, donc des fois on perdait une demi-heure. Sauf que le une demi-heure, il est clé dans une préparation et dans un échauffement. Mais les 8, on était à la même enseigne. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était assez facilitant, parce qu'on était toutes les 8 en difficulté.
Bah oui, c'est ça. En fait, la clé, c'est de ne pas te sentir toute seule et d'avoir l'impression que tu es le seul à te stresser ou la seule à être en galère. En fait, tous, vous êtes passés par une préparation intense. Vous êtes tous, sur le moment, j'imagine, hyper concentrés. Et donc, maintenant, c'est que le meilleur gagne et il faut être concentré à mort, quoi. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est... de manière générale, j'ai l'impression qu'on dit qu'en France, il y a un retard sur la préparation mentale. D'ailleurs, Léon Marchand, il me semble, a dit que la clé de sa réussite sur ces JO, ça a été une grande préparation sur le plan de j'accepte que si je rate, au final, les gens vont continuer à m'aimer, ma famille va continuer à être avec moi, tu vois, je vais pouvoir continuer à vivre, c'est pas si grave. Et ce qui a donné cette impression un peu de détachement quand il est arrivé dans les bassins, sa capacité à tout gagner, tu vois. Mais néanmoins, moi j'adore le tennis, tu vois, dans le tennis, je trouve que c'est assez flagrant, c'est un reproche qu'on fait régulièrement. Les Français sont pas assez préparés sur le plan mental et du coup, ils ont tendance à craquer. C'est la fameuse fédération française de la loose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, et comment tu l'as préparé, toi, justement, mentalement? Alors déjà, je pense que je suis pas forcément la bonne personne parce que je suis quand même une athlète d'un autre temps, où on n'avait presque pas d'accompagnement. J'avais failli dire zéro, mais là, je pense j'ai une grande pensée pour les différents entraîneurs qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, j'avais qu'un entraîneur et un kiné. Il n'y avait ni d'accompagnement nutritionnel, ni d'accompagnement mental. Toute la préparation mentale, c'est moi qui me la suis faite à ma façon et avec mes propres atouts et mes propres difficultés. Et puis, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein. On passe notre temps en France à dire qu'on est mauvais sur ci, on est mauvais sur ça. Je trouve qu'aujourd'hui, nos résultats, notamment aux Jeux paralympiques, n'ont surtout rien à pâlir des résultats capables par rapport à... Dans les deux, d'ailleurs. Voilà, exactement. Ça a été incroyable. Donc, c'est bien qu'on n'est pas si nul que ça. Et puis, ça, c'était un problème. On a parlé rapidement de l'exemple de Léon Marchand qui avait besoin de se dire, si je rate, les gens vont m'aimer encore. Mais c'est parce qu'il est connu. Pour le coup, nous, nos athlètes paralympiques n'ont pas cette difficulté. Étant pas assez connus, j'ai envie de dire, personne ne les attendait. Qui connaissait Emeline Pierre, qui a fait une médaille d'or sur un 100 mètres nage libre, alors que nous, on l'attendait, nous spécialistes de la discipline. Alex Boyon l'attendait, forcément derrière ce plot de départ, mais pour le coup, la France entière ne l'attendait pas. Donc, elle avait finalement rien à prouver à personne. Elle était là pour elle, pour son entourage, pour faire la meilleure performance qu'elle s'était fixée. Donc, on a quand même cet écart de stress. Il y a moins de pression populaire, on va dire, sur le sport paralympique, même si ça grandit par rapport à Léon Marchand, évidemment, où c'est gigantesque, quoi, c'est monstrueux. Moi, quand je suis revenue des Jeux d'Atlanta, tout le monde m'a demandé, t'étais pas là cet été, t'étais pas avec nous au lac, t'étais où? J'ai répondu aux Jeux, mais j'avais aucune pression en me disant, faut que je ramène une médaille, parce que personne savait que j'étais aux Jeux. Par contre, moi, en tant qu'athlète, je m'étais fixé les objectifs avec mon entraîneur, j'avais envie de les atteindre, et pour le coup, j'avais peur forcément de décevoir mon coach ou mes parents, mais ça en restait là. Donc la pression n'était pas importante. Là où c'était important, c'était pour moi, parce que je m'étais entraînée et que je voulais atteindre mes objectifs chronométriques. Oui, donc tu as d'abord fait les choses pour toi, pour rendre fiers tes proches, j'imagine. Oui. Mais un peu moins, surtout qu'à l'époque, c'était, je l'imagine, un peu moins médiatisé encore. Pas du tout même. Donc c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, par contre, tu trouves qu'on a progressé en France sur, de manière générale dans le sport, la préparation mentale? Oui, c'est certain. Et on n'est pas trop en retard par rapport aux États-Unis ou par rapport à, tu vois, d'autres pays? J'en sais rien, j'ai pas d'avis de comparaison avec les autres pays parce que moi je connais bien la situation française, mais je connais pas la situation des autres pays. Moi, la seule chose que j'observe quand je vais en compétition de haut niveau, c'est que tous les outils de préparation de l'équipe de France sont largement comparables avec ceux mis à disposition d'autres pays. Et on pourrait même débattre parce qu'à des moments donnés, on peut carrément glisser vers la notion de dopage. Mais en tout cas, moi quand je vois maintenant les athlètes paralympiques qui accèdent eux aussi à des chambres où on baisse la pression d'oxygène dans la chambre pour leur donner la sensation d'être en altitude et générer chez eux une plus grande récupération. C'est toute cette notion de taux de lactate qu'on peut mesurer dans le sang. Donc nos athlètes paralympiques bénéficient de ce genre de moyens aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner. Ça veut bien dire qu'on a progressé. Donc pour moi, on a tout progressé globalement. Après, on a toujours des déficiences de moyens financiers pour nos athlètes paralympiques. Et aujourd'hui, j'entends trop d'athlètes qui me disent que certains sponsors les ont abandonnés le lendemain de la clôture des Jeux paralympiques. Et là, j'ai envie de faire un appel au peuple. C'est inadmissible d'appartenir à une team pour un an, pour mettre le nom paralympique sous un athlète, que pour un an. Ah oui, d'accord. Donc dès qu'ils ont pu, ils ont coupé les budgets et ils ont tout arrêté en se disant on recommence, mais dans 3 ans, quoi. C'est un peu ça, mais sur la partie petites entreprises, hein, bien sûr. Je ne parle pas des grosses teams comme EDF, il n'y a pas de sujet, ils seront toujours là. L'armée des champions sera toujours là. De toute façon, je sais pas. Alors, j'imagine bien dans le sport paralympique, mais de toute façon, dans le sport en général, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'athlètes qui sont subventionnés par des grands groupes, par exemple.
Toi, tu bosses chez EDF aujourd'hui. Il y a des athlètes qui sont subventionnés par EDF, paralympique ou pas, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, moi, je travaille chez EDF. J'ai repris là il y a un mois et demi. Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle une team, la team EDF, où les athlètes sont accompagnés tout au long de leur carrière. Alors forcément, comme dans toute team, il y a des athlètes qui rentrent, des athlètes qui sortent. Il y en a qui arrêtent leur carrière, il y en a qui font de meilleurs résultats et qui sont peut-être pas connus avant. Mais par contre, il y a un accompagnement continu qui part depuis plus de 30 ans avec la Fédération française handisport et EDF et qui va continuer largement jusqu'à Alpes 2030. Ouais, et heureusement que ces entreprises-là quand même investissent pour aider les sportifs à vivre et à progresser, quoi, parce que... Ah bah sinon, ils ne pourraient pas le faire. Ouais. Non, mais parce que par rapport aux États-Unis, tu vois, il y a les universités, il y a tout un système privé qui est hyper formateur, hyper puissant, et puis le sport à l'école, de manière générale, est beaucoup plus prégnant, je pense. En France, c'est vrai que moi j'ai la sensation que chaque fois qu'on parle d'un budget de sport, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est toujours le dernier de la préoccupation des politiques, quoi. Oui, alors par contre, le pendant quand même de la partie universitaire américaine, c'est qu'elle n'est pas gratuite. Donc il y a quand même une sélection par l'argent dès l'université aussi qui se met en place. Faut le penser, c'est pas un accès qui est si facile que ça. Et effectivement, nous, et peut-être ce que je me dis, c'est l'héritage des Jeux de 2024, c'est de dire qu'on pourrait mesurer, et j'espère qu'on le fera, le bien-être physique des gens, grâce à la pratique sportive, qu'elle soit libre, j'ai envie de dire, la personne qui court tous les matins dans le parc d'à côté, ou qu'elle soit structurée en club, ou qu'elle soit de haut niveau, elle a un bénéfice qui est énorme pour l'individu, pour la santé. Donc normalement, on pourrait mesurer à terme la diminution d'une certaine enveloppe médicale en lien direct avec l'autonomisation, la capacité physique et le sport santé. Moi, clairement, je crois profondément au sport santé. Oui, c'est un sujet de santé nationale, je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Moi, je le vois quand on se pose des questions, j'ai mal quelque part, on se dit d'abord comment je peux muscler mon muscle antagoniste pour venir compenser ma difficulté de mon genou. Et puis si vraiment je vais pas bien, je ferai une radio et j'irai voir le médecin. Mais pour le coup, nous, on prend familialement le problème à l'envers. On commence déjà par voir comment on peut soulager la douleur par la musculature de ce qu'on appelle les antagonistes. Un peu de récup, un peu de glace, et puis après on essaye de voir si finalement il faut traiter autrement. C'est intéressant. Et dans ta famille, tout le monde fait du sport ? Ah bah oui. C'est une histoire familiale Ah bah oui, aujourd'hui c'est une histoire familiale. Ouais. Après, si mes enfants m'avaient dit je veux pas faire de sport, par contre je veux faire du théâtre et je veux faire du piano, alors pour le coup mon petit fait les deux, il fait sport et piano. S'ils avaient préféré la culture, la musique plutôt que du sport, qui n'arrivaient pas à faire les deux, il n'y avait pas de sujet. Moi, la seule chose que j'impose, c'est un hobby. En tout cas, une ouverture d'esprit autre que simplement un téléphone portable assis dans un canapé pour regarder TikTok. Ça, c'est vraiment ma culture sportive qui parle. Et puis nous, on n'arbitre pas le sport. C'est-à-dire que malgré la pression scolaire et malgré l'éducation, si les enfants, si vraiment il y a un interro demain matin et qui me dit « je suis pas prêt », je dis « ok ». Mais pour le coup, je vais d'abord lui dire « tu aurais pu travailler tout le week-end, il n'y a pas de sujet, t'as entraînement tous les lundis, tu le sais, on est lundi, on n'est que lundi ». Donc nous, s'il y en a un qui me dit « je suis pas super en forme, je vais pas au sport », la réponse c'est non. Et nous, la règle d'or, il n'y a aucune punition sur le sport. Ça, pour moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire, tu n'as jamais pu empêcher ton fils d'aller au sport, quoi. Ah bah oui. Ah bah nous, c'est une règle de base. Du coup, ça me met vraiment en colère, tous les parents ou les enfants, mes enfants qui me disent « Non, ce soir, il vient pas, parce que des fois, ils font de covoiturage. Ce soir, il vient pas parce qu'il a été puni, il n'a pas été sage. » Ah bah non, moi, si t'es pas sage, je t'enlève ton téléphone portable, mais t'as entraînement. Il n'y a pas de sujet pour nous. Ah ben non, il n'y a pas de sujet. Ouais. On n'arbitre pas le sport. Le sport, c'est un équilibre pour moi si l'enfant aime ça. Mais l'enfant, c'est au cœur de la vie, quoi. C'est au cœur de la constitution de l'adolescent. Moi, je suis complètement d'accord. De toute façon, il faut bien que cette énergie soit canalisée dans quelque chose. Exactement. Moi, c'est la façon dont je me suis fait mes premiers potes. Enfin, tu vois, c'est un premier équilibre, quoi. Et puis, on ne peut pas être que heureux. Alors, il y en a qui aiment bien l'école. Mais en tout cas, je trouve que école, révision, dodo, il y a de quoi devenir dingue. Ouais. Donc, le sport, non, il n'y a pas de sujet. C'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression. Mais tu vois, dans plein de milieux intello à Paris, c'est un peu... du coup, plutôt, tu préfères faire lire tes enfants et leur faire des cours d'anglais en plus que les envoyer faire du sport, qu'est-ce que je trouve vraiment absurde, quoi, absurde. Parce que ça devait être complètement complémentaire, en fait. Et puis, les temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le sport et puis il y a un temps pour la lecture après. Oui, bien sûr. Et pour le coup, s'il n'y a pas de temps pour les réseaux sociaux, c'est pas mal aussi. On est bien d'accord. Et je pense que dans toute carrière réussie, particulièrement sportive, il y a des échecs. C'est quoi l'échec, tu penses, le plus marquant de ta carrière, celui qui t'a le plus permis de rebondir ? Ce qui m'a le plus vraiment marqué, c'est ma première disqualification aux Jeux d'Atlanta en 96. Je suis sélectionnée que pour le 50 mètres papillon au départ. Donc tu avais gagné en 92 déjà, c'est ça ? Non, pas du tout. C'était mes premiers Jeux. D'accord, j'arrive en 96, on me qualifie aux Jeux d'Atlanta dans l'hypothèse de faire une médaille au 50 mètres papillon.
Forcément, comme on peut s'inscrire sur 12 épreuves, on m'inscrit sur 5 autres courses. Arrive ce 50 mètres papillon, je fais série d'enfer, premier temps d'engagement, finale avec la ligne d'eau numéro 4. Je fais la plus belle course de mon histoire, je touche la plaque, je me retourne à l'opposé du bassin, mon nom est en premier avec la lettre WR, World Record. Et là, le tableau, il rebelote, exactement comme à la gare, quand le train est annoncé avec du retard, voire une annulation. Et là, mon nom descend en dernière ligne avec 2 nouvelles lettres, DQ pour disqualify. Et en fait, j'ai fait l'erreur qui est d'avoir eu un dernier mouvement de nage avant de toucher la plaque qui n'est pas exactement parallèle entre mes épaules et la ligne d'eau. Ce qui veut dire que je suis disqualifiée parce que mes épaules ne sont plus parallèles. Sauf qu'à une main, c'est un vrai défi. Bon, cette règle n'existe plus. Si on regarde la course de Charles Rosoy où il gagne le 100 mètres papillon avec un seul bras, lui, il n'a plus du tout d'histoire de parallélisme. Il a même le droit de respirer sur le côté à la Franck Exposito quand il a inventé ça en 92. Ce que moi, je n'avais pas le droit de faire. Et pour le coup, je suis disqualifiée avec une médaille d'or. Donc, je m'effondre, il n'y a pas de sujet, une histoire de dingue. 4 ans de préparation en plus, oui. Du coup, tu dois être effondré. Ton monde s'effondre. Ouais, mon monde s'est effondré. Heureusement, mes parents sont pas loin. Malgré l'absence de téléphone portable, on n'a pas de portable. Il y a tout un système de sécurité qui a été renforcé à cause des attentats qui se sont passés pendant les Jeux Olympiques. Donc, on ne peut pas quitter l'enceinte sportive pour rejoindre les spectateurs. Et heureusement, ce soir-là, on va à l'ambassade française aux États-Unis et c'est l'ambassadeur qui a prêté son téléphone portable cellulaire, le truc que personne n'avait, pour que le coach puisse appeler mes parents à l'hôtel. Et donc, ils m'ont sorti de là et je suis sortie 24 heures du village. Mes parents m'ont mis 4 baffes. Ils m'ont demandé de sécher mes larmes. Ils m'ont dit, maintenant, ça suffit, t'es venu pour quelque chose. Tu y retournes et tu y retournes avec le sourire parce que t'en as encore 5 et ta vie n'est pas finie à une simple tentative de médaille. Et je suis revenue avec une médaille d'or aux 50 mètres nage libre, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ouais, t'es forte quand même, parce que je pense qu'il faut se remettre d'une telle déception, quoi. Alors voilà, donc du coup, j'ai appris une chose clé dans ma vie, je m'en sers tous les jours. Franchement, j'ai quand même quelques tips. Le haut niveau, ça construit une vie entière. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que tu vois, on a une audience de managers, notamment de dirigeants d'entreprise. Donc c'est des gens qui ont besoin, tu vois, de tips mentaux aussi, capacité pour se dépasser, quoi. Donc ça marche super bien. Moi, je sais que vraiment, quand il y a un échec, alors je mets à part les drames de la vie. Je focus sur les problématiques d'objectifs sportifs et professionnels. Quand tu as un vrai loupé, mais monstrueux, tu as forcément ta phase de deuil. Moi, je me donne 24 heures. Tu as la phase de deuil, tu pleures un bon coup, tu assumes le fait que tu t'es trompé, tu as échoué. Mon dernier mouvement, il était incorrect. Une fois que tu as bien pleuré, alors moi, je mets du chocolat. Maintenant, j'ai rajouté une bière avec le chocolat. Bon, ok. La deuxième étape, c'est j'ai conscience de la difficulté. Maintenant, je me redresse et je me fixe un nouvel objectif. 24 heures, tu t'autorises 24 heures de découragement. Ouais. C'est marrant, alors je sais pas pourquoi ça me fait penser à une phrase. Jacques Attali dit la même chose. Il dit il faut s'autoriser maximum 24 heures de découragement parce que la vie est trop courte. C'est ça. Faut continuer, ça sert à rien de se morfondre. Et puis surtout, j'avais tellement d'épreuves derrière, il fallait que je les réussisse. Bien sûr. Il m'est arrivé à dire à mon mari une fois, là on est en pleine difficulté, laisse-moi un week-end. Et on a fait un week-end enfermé, peinard, à coups de bons films, voilà. Et lundi matin, j'étais repartie au travail et j'allais mieux. Et au moins déjà, pour moi, c'est important de pouvoir reconstruire rapidement quelque chose. Par contre, c'est exactement, j'ai rien inventé. Les phases de deuil sont très bien décrites dans les livres. Il faut savoir toucher le fond, un peu comme une piscine. Je coule, je touche le fond et c'est une fois que je suis en bas que j'arrive à rebondir. Mais 24 heures, parce que tu vois, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer, il y a, tu vois, dans le contexte de plein de dirigeants d'entreprise, parfois ils vont travailler sur une vente pendant des mois et des mois et des mois, et puis en fait d'un coup ça s'arrête, un peu comme toi, tu vois, tu prépares pendant des années, et puis là d'un coup, au moment où tu gagnes, on te disqualifie, ou d'autres qui vont, je sais pas, avoir quelqu'un qui décide de partir, qui est clé dans leur équipe, enfin plein de choses, tu vois, qui peuvent être des grosses déceptions, c'est... Et là, je l'ai vécu. Comment tu fais, quoi? Parce que ça me paraît incroyable. Moi, rien que digérer l'émotion, déjà, ça prend pour moi plusieurs jours. Et puis après, je sais pas, ça me paraît assez. Après, déjà, moi, j'avais la contrainte du temps. Mais typiquement, là, j'ai eu un deuxième moment. Mais là, c'était dans ma carrière professionnelle à Paris 2024. On a eu pas mal de difficultés à stabiliser. C'était pas dans mon équipe. C'est ça que ça a été dur pour moi. C'était dans une autre équipe. Et on avait du mal à stabiliser la communication sur les Jeux paralympiques. Et donc, il y a eu 3 profils de personnes qui n'ont pas tenu dans la durée, dont une qui a vraiment fait un burn-out. C'est une personne que j'adore, on s'entend très bien. Mais pour le coup, le jour où elle m'a envoyé ce texto, je savais qu'elle allait pas bien, qui dit « Je viens de démissionner, j'ai rendu mon ordinateur ». Là, ça a été un vrai deuil pour moi. Et bien là, je ne me suis pas posé de questions. Dans la demi-heure qui a suivi, j'avais pris un rendez-vous pour me faire aider. Parce que là, je savais que je n'y arriverais pas toute seule.
Moi, j'ai action-réaction avec une psychologue. Avec une psychologue. Ouais. Ah oui, d'accord. Exactement. Okay. Pour exprimer tout ce que j'étais en train de vivre, ce deuil qui était profond en moi, j'ai senti que j'y arriverais pas toute seule. 1 heure de rendez-vous. Une demi-heure après l'annonce. Ah ouais, ah oui, toi tu es vraiment dans l'action-réaction quoi. Ah bah oui. Ok. Oui, parce que là, je sentis que pour la première fois de ma vie, c'était la première fois que je prenais un rendez-vous. J'avais déjà le numéro dans mon téléphone, une histoire de vie où on rencontre quelqu'un, on se dit tiens, si jamais j'ai besoin, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et puis on s'est organisé un rendu compte physique parce que la première fois, on s'était dit qu'il fallait se voir physiquement. Et donc, le fait d'avoir déjà pris ce rendez-vous, dans l'après-midi qui a suivi l'annonce, déjà pour moi, j'avais le sentiment d'avoir une porte de sortie, un objectif. Je savais que j'avais rendez-vous dans 2 jours. Et je suis repartie le lundi matin, c'était terminé. Voilà, on n'a pas le choix, il faut aller vite. Ouais. La vie est trop courte. Non, mais c'est un super tips en fait, je pense, parce que déjà les gens attendent trop longtemps, je pense, les dirigeants, les managers, ils attendent toujours trop longtemps pour régler une situation. Du coup, en fait, tes émotions te prennent le dessus. Tant que tu te morfonds, tant que t'as pas de solution, t'as pas de cap, t'es perdu, quoi. C'est ça. Et en plus, c'est inefficace parce que voilà. Donc. Après, il y a des sujets sur lesquels il faut se laisser du temps. Si la personne elle avait exprimé sa difficulté, on peut pas prendre en 1 heure une décision. Bon, ok, t'arrêtes. Là, comme t'as dit, voilà. je me barre. Mais elle l'avait dit. Surtout, elle avait rendu son PC, ça a été. Je savais depuis le vendredi que ça allait pas. Lundi matin, elle a écrit, hop, dans ma tête. Ah oui, ciao. Ouais. Et question que je me pose quand même, c'est que toi, j'imagine quand même que avec ta carrière de sportive de haut niveau et de championne en fait. Tu dois avoir une vision de la vie assez arrêtée, enfin tu vois, pas arrêtée, mais avec des valeurs d'exigence, une volonté à toute épreuve. Enfin, tu vois, d'ailleurs, c'est quoi les valeurs qui te drivent au quotidien? Tu vois, est-ce que tu as des valeurs clés comme ça dans ta vie professionnelle maintenant et puis peut-être aussi dans ta vie de sportive? Alors oui, forcément, on a tous des valeurs intrinsèques qu'on incarne au quotidien. Par contre, je peux pas dire que la personne que j'étais à 24 ans quand j'ai arrêté le sport de haut niveau et que j'ai pris mon premier emploi chez EDF est la même que je suis aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le sport de haut niveau inclut des valeurs d'exigence, des valeurs de dépassement de soi et du coup, intrinsèquement, finalement, des valeurs de respect, de rigueur et d'exemplarité. De discipline même. De discipline. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est pour se fixer un objectif qu'on souhaite atteindre. Ça, c'est le bœuf à bas. Pour moi, c'est ça la valeur. Mais après, derrière, il y a la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'avoir la vie que moi j'ai décidé de me construire. Tout le monde n'a pas envie de rebondir à chaque fois en se fixant un objectif encore un tout petit peu plus dynamique, voire un peu plus haut. Là, c'est un peu dur après les jeux de trouver encore plus haut. Mais tout ça pour dire que je fonctionne comme ça. Déjà, ça c'est aussi le sport de haut niveau. Sport de haut niveau, on a une compétition cible à chaque fois qu'on récupère d'une première réussite. Donc déjà, on a déjà à chaque fois une date. Donc on a un peu ce schéma qui se met en place. Un objectif, une date, une échéance et on avance. Je fonctionne déjà bien comme ça. Par contre, je me suis rendu compte, et là c'est la DRH qui parle, parce que j'ai été DRH chez Photowatt, que tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Que tout le monde n'a pas forcément envie au quotidien de se fixer un challenge pour se dépasser. Donc c'est là que c'est important, c'est de s'ouvrir l'esprit et chacun doit pouvoir avancer à sa propre vitesse selon ses propres objectifs. La seule chose que je n'accepte pas, et ça c'est mes valeurs, c'est quelqu'un qui se plaint d'un système, d'un état de fait, mais qui fait rien pour essayer de changer son propre objectif. Ça, c'est important pour moi. On a un objectif, on veut l'atteindre, on se donne des moyens. Si on n'a pas d'objectif, mais au contraire, son objectif tout simplement, c'est d'être heureux en famille, super. Mais par contre, on ne vient pas se plaindre vers moi si derrière, on ne met rien en place. Et pour le coup, par contre, je suis toujours ouverte pour trouver des solutions ensemble. Moi, je suis Madame Solution. Ouais, si tu viens avec un problème sans début de solution, c'est que c'est toi le problème. Oui. C'est ça la phrase que j'adore, moi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, mais il faut déjà mettre des mots là-dessus. Moi, je dis à la personne, ok, là, c'est la galère, très bien. C'est quoi l'objectif ? Est-ce que tu y as déjà réfléchi ? Déjà, tu y réfléchis, tu reviens me voir et on en parle. Une fois que tu as commencé quelques pistes, tu auras peut-être des freins et comment ensemble on construit les freins. Mais j'imagine que ça doit être un chemin parce qu'en effet, la question qui m'est venue, c'est comment elle accepte la médiocrité autour d'elle, tu vois. Ah non, jamais. Non, ça m'est jamais traversé l'esprit. C'est vrai ? Il n'y a pas de médiocrité. Il y a du talent en chacun d'entre nous. Il n'y a aucune médiocrité. Il y a des gens qui ont des talents incroyables que moi, je suis incapable de reproduire. Je ne sais pas, je pense à de la cuisine. L'autre jour, on parlait cuisine, on parle création, on parle humour. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas encore allé et sur lesquels je respecte infiniment les talents des autres. Il n'y a pas de médiocrité pour moi. Chaque personne a quelque chose à apporter. Tant qu'elle a envie de se dépasser, qu'elle n'est pas dans la plainte, de morfondre, voilà. Okay. C'est un peu ce côté français qui m'épuise. Ouais, ça c'est et là, moi, je l'ai vu avant les Jeux. J'avoue que du coup, la France m'a épuisée. Ah, mais c'est vrai que la France avant les Jeux, ça va être une catastrophe.
Voilà. Problème de sécurité, on n'est pas prêt, Anne Hidalgo et Macron, ils s'entendent pas. Tout le monde disait que ça allait être une catastrophe. D'ailleurs, les Parisiens, quand je dis c'est les Parisiens qui sont partis de Paris. Ouais. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais les gens, à quel moment ils arrivent à être constructifs par rapport à ce pays, quoi. Alors, c'est fou, quoi. Pour le coup, tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire que les Londoniens s'étaient sauvés. Ah ouais Oui, il n'y avait pas de sujet. Donc, nous, tout ça, on l'a eu. Ce qui était génial à Paris 2024, c'est qu'à chaque étape de notre développement, on nous a aidés à comprendre certains effets de société pour nous rassurer. Donc, on nous a dit, vous inquiétez pas, Londres, ils ont fait pareil. Il n'y a pas eu de souci. Tout le monde est revenu. Tout le monde a vécu les jeux. Non, ce qui a été compliqué, c'est la pression sociale que les gens mettent sur nous pour quelque chose qu'ils évaluent déjà de raté ou de pas prêt, alors qu'ils d'abord ils n'y connaissent rien. Les quelques fakes qu'on a quand même lus dans la presse, ça a été quand même un peu violent de se dire bah oui, tout le monde va à la Défense Arena parce que la piscine qui a été construite à Saint-Denis est trop petite. Bah non, en fait. Il a toujours été prévu de faire une petite piscine au sens spectateur, et pas bassin, qu'on se le dise aussi. Le bassin est un bassin officiel de 50 mètres, pour accueillir raisonnablement des épreuves qui pourront durer dans le temps. La piscine est ouverte de façon définitive, et on avait envie de mettre beaucoup de monde dans une grande aréna pour la natation course. C'est ce qu'on a fait à l'Arena La Défense. Voilà, c'était prévu dès le départ. Moi, le projet, je suis arrivée il y a 4 ans et demi avant les Jeux. Tout était déjà écrit comme ça. Donc voilà, c'est ça qui était compliqué. C'était de dire, tout le monde a râlé notre propre entourage. D'abord, je l'ai dit à tout le monde, vous me voyez plus 6 mois. À chaque fois que j'arrive à un repas de famille, c'était, ah non, mais ça va être l'horreur. Un repas entre amis, ah non, mais vous n'êtes pas prêts. Mais en fait, comment vous le savez ? Vous n'êtes pas au quotidien avec nous en train de travailler. Nous, regardez, je suis en train de dîner avec vous. Je suis sereine. Je suis en train de manger avec vous un 14 juillet tranquille à l'autre bout de la France. J'ai pas l'air trop stressée. Ok, donc tu les as rassurés comme ça. Exactement. Ok. Comment on se réinvente ? Tu vois, il y a plein de dirigeants, de managers qui ont des phases dans la vie professionnelle. On a marre de son job, ou on a passé un cycle tout simplement. On a besoin de faire autre chose. Toi, quand tu es sportif de haut niveau, de toute façon, tu as une date limite, qui est l'âge. En natation, je sais pas... 8 ans. C'est 8 ans à peu près je pense 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. Ça dépend après comment on est capable, moi, pour moi, c'était 8 ans. Ouais, donc toi, t'avais quel âge quand quand tu considères que tu as commencé le haut niveau ? Pour les Jeux d'Atlanta en 96, j'ai 15 ans. Date, quoi. Ouais, c'est 15 ans et j'arrête en 2004, 9 ans plus tard. Moi, j'étais périmée. Mon corps était fatigué. Mon corps en avait marre. Il aurait fallu une année d'autres sports. Voilà, pour rebondir et refaire encore 4 ans, il m'aurait fallu une année de parenthèse pour faire du vélo, faire autre chose. Sauf que moi, j'avais envie de rentrer dans la vie active. J'avais envie de prouver que mes compétences universitaires, scolaires que je venais de construire, elles avaient un sens pour une entreprise. J'avais envie de vivre. J'avais envie de faire la fête. J'avais envie de pouvoir boire toute une soirée sans me poser de questions sur l'impact dans l'eau le lendemain. C'est vrai qu'entre 15 et 25 ans, ça veut dire que tu bois pas d'alcool, quoi. Non. Tu fais pas la fête. Non, je fais rien. Mais ça, c'est quand même... C'est vrai que tu dois avoir un décalage aussi, envie de faire la teuf après. Ouais, oui, ça, et puis aussi un décalage aussi. Je pense que je suis sur aucune photo d'aucune grande fête de famille parce que soit je suis en compétition, soit je suis en stage. Voilà, donc les gens m'ont beaucoup raconté. Il y avait ça, puis il y avait aussi envie de dormir toute la journée. Ça paraît bête, mais une journée à rien faire. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Soit j'avais des objectifs scolaires, soit j'avais des objectifs sportifs. Une hygiène alimentaire qui était drastique. Je me rappelle comment je fonctionnais pour aller faire mes courses en mangeant avant pour être sûre de ne pas faire d'écart. Tous les soirs, parce que j'avais un poids à tenir, je mangeais typiquement un énorme bol de soupe et une pomme. J'ai fait ça toute ma vie d'étudiante. Au bout d'un moment, on ne supporte ni les pommes ni la soupe. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même un régime drastique qui accompagnait mon sport. Un régime aussi d'organisation qui était compliqué à la fin, j'en avais marre. Donc j'avais besoin de vivre, oui, vraiment. Mais comment tu gères la culpabilité ? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plein de comme ça de patrons d'entreprise. Moi, j'ai un club d'entrepreneurs, par exemple. C'est des gens très impliqués dans leurs entreprises, souvent, qui se donnent à 200% et qui peuvent avoir un peu ça, tu vois, rater une réunion de famille parce que juste ils sont trop occupés par leur entreprise. Ils vont parfois finir très tard le soir et donc rater des moments de vie avec leurs potes. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent passer comme ça. Toi, t'as pas culpabilisé pendant cette période-là ? Non, jamais. Non, moi je suis pas quelqu'un qui culpabilise parce que je fais des choix et si je les fais, je les assume. Par contre, je communique et je les partage. Moi, j'ai vraiment pas eu l'impression de culpabiliser de pas être là. Par contre, j'étais tellement contente de vivre mes objectifs sportifs qu'il n'y avait pas de sujet. J'ai été aussi dans les grands postes un peu clés dans ma carrière où j'étais jeune maman. La société m'a renvoyé des fois des images un peu compliquées sur ce qu'était pour eux le rôle d'une maman par rapport à ce que moi je mettais en place. Et moi, je culpabilisais pas. Quand les mamans faisaient des concours de savoir si le gâteau d'anniversaire du petit bout de 3 ans avait la tête d'un schtroumpf d'une voiture télécommandée ou pas, moi, autant dire, j'achetais un Savane directement au supermarché d'à côté que je coupais en 4. Pour le coup, les
les enfants se régalaient autant, tout petit, mais je culpabilisais jamais, j'ai culpabilisé, je suis jamais rentrée dans le concours des autres mamans qui organisaient la meilleure partie. Moi, j'emmenais tout le monde à la grande récré ou des choses simples que j'arrivais à faire avec mon handicap et avec le temps que je consacrais aussi à mes enfants. Sachant que du coup, tu as été maman pour la première fois à quel âge ? À 29 ans. Donc 5 ans après la fin de ta carrière, c'est ça ? 5 ans après, donc moi je rencontre mon mari à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'Athènes. Voilà, j'avais dit qu'après les Jeux d'Athènes, je cherchais à me stabiliser dans ma tête et on se rencontre. Lui, pour lui, il le dit encore, hein, c'est un coup de foudre. Pendant les Jeux, il était gardien du Cécifoot. Il était également... Alors les gardiens du Cécifoot, quand même pour expliquer aussi. Voilà, ils sont voyants. Le foot où les gardiens sont voyants, tout à fait. Le reste de l'équipe est non-voyant. Tout à fait. Et puis, donc, en parallèle, il avait une carrière d'arbitre de haut niveau, arbitre de touche, au niveau national 2. Et donc, coup de foudre, il était à Athènes, et voilà, il m'a dragué pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, on a 2 enfants, donc grands, 15 ans et puis 12 ans. Et puis, mon mari était la voix du Cécifoot sur France Télévisions. Ok, cette année. Oui, c'était assez drôle parce que donc, le directeur des sports un jour m'appelle et il me pose la question que je redoutais depuis des mois. Est-ce que tu veux être notre consultante de natation ? Question à laquelle je réponds non, puisque Paris 2024, à juste titre, a considéré que j'avais pas assez de temps pour faire cette mission-là. Donc, je crois que c'était le plus gros non de toute l'histoire de ma vie. Il est resté coincé au milieu de ma gorge pendant au moins 3 secondes parce que c'était un crève-cœur pour moi de refuser cette mission. Et c'était terrible. Donc, je dis non. Et puis, je vais pour Adam, il me demande si j'avais une idée de quelqu'un qui pouvait prendre cette mission. C'est comme ça que moi, je dis oui, Charles Rosoy, je pense qu'il sera très bon consultant. Et puis, je vais pour raccrocher, et c'est là que... Attends, c'est Fabrice Collin me dit, mais attends. Je dis, mais oui. Il me dit, dis donc, Munoz Sébastien, c'est pas ton mari ? Je dis, ben si. Il me dit, mais tu nous as caché ça. C'est son nom qui est ressorti pour être consultant de Cécifoot. Je dis, caché. Il était avec moi à Rio quand on a fait la première mission avec France Télévisions. Vous vous rappelez pas, on a bu des caipirinhas en face de l'hôtel tous les soirs. Mais pour le coup, moi, j'ai jamais pensé à identifier son nom comme étant un consultant. Et c'est sa fédération qui a pensé et qui l'a proposé. Et donc, on a vécu tous les deux des jeux incroyables. Ah bah c'est sûr, là vous étiez à 200% tous les deux, ça devait être le rêve quoi. Le rêve, ouais. Ouais, ok. Et donc tu te dis, toi, quand c'est ça, pour des gens qui sont très engagés dans leur vie professionnelle, comme toi tu l'as été dans une vie sportive, il n'y avait pas de place avant la fin de ta carrière pour une relation amoureuse par exemple, tu penses que c'est impossible ? Non, c'est pas que c'était impossible, mais on a des phases dans sa carrière d'athlète qui sont différentes. C'est difficile de rentrer des jeux et de se rendre compte que la personne qui n'est pas venue avec soi, parce que quand on est jeune, on n'emmène pas toute sa famille tout le temps en compète, la personne, elle ne comprend pas ce qu'on a vécu forcément. Donc, il y a cette similitude qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est la passion pour le sport, elle est très importante dans notre vie. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, je pense qu'il faut avoir des passions communes, et donc quelqu'un qui n'est pas dans le sport ne peut pas comprendre ce sacrifice. Donc, ça, c'était important. Ouais. Mais de toute façon, c'est quand même une grande chance, je pense, d'avoir Moi, ma conjointe travaille dans le même univers que moi, tu vois, des RH, du recrutement, de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que moi, je trouve... Les gens, parfois, me demandent, mais pourquoi... c'est pas trop chiant de toujours parler de la même chose. Mais je dis au contraire, quoi. C'est une aide incroyable. Il comprend très bien tes problématiques. Il met de la précision dans ses réponses, tu vois, et puis t'as la même passion, quoi. Donc puis les sacrifices se voient plus, c'est génial. En plus, pareil, tu comprends très bien les sacrifices de l'autre, t'es pas dans le jugement, Alors moi, à l'exception d'une soirée, faut quand même que je le dise, on est pendant les JO, j'avoue que j'ai une pression quand même sur les épaules qui est un peu dure. Je rentre à la maison, ils me débriefent tout le temps de leur journée, de tout ce qu'ils ont vu qui est incroyable, j'ai l'impression de vivre exclusivement pour les Jeux, mais 100%. Et là, je le regarde, je dis, un cinéma. Et il y a un soir, on s'est extirpé 3 heures de tout ça, juste pour aller voir un bon film. Ça m'a plus reposé qu'une semaine de repos en vacances. Ça m'a fait du bien. J'ai eu besoin un soir de dire stop. Là, stop. Ça suffit, on arrête arrête tout, là, on se détend. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est facile. C'est ça, la carrière aussi, que ce soit sportif ou que ce soit quand tu fais du haut niveau, parce que être consultant en France Télévisions, c'est du haut niveau, tu vois. C'est la capacité, on dit, à peut-être... en fait, le modèle, c'est je travaille intensément pendant une période et j'accomplis des grosses performances. Et derrière, j'ai des moments de vraie pause, quoi, des moments de repos, de récupération. Voilà. Et ça, tu fonctionnes comme ça d'ailleurs dans ta vie, tu vois, même professionnelle maintenant ? Oui, c'est vraiment clé pour moi d'avoir surtout quand on a des échéances en mode projet comme on a été sur les Jeux. Moi, j'avais structuré derrière toute ma séquence de repos post-Jeux paralympiques. Moi, j'ai arrêté mon contrat le 16 septembre. J'avais dit au départ 1 semaine à la maison à me reposer toute seule. Bon, ça s'est fini, 1 semaine de travail où j'ai passé ma vie sur les plateaux télé. Bon, cette semaine-là était finalement plus facile que je n'aurais cru. Puis après, j'avais planifié déjà 1 semaine à Marrakech avec mon mari.
Et après, on s'est fait 2 semaines et demie au Japon en famille. Voilà, donc j'ai un peu structuré. Le repos, il est important. Là, je le vois, les fêtes de Noël vont arriver à point nommé. Je ne pensais pas, si je prends du recul et que je fais le bilan de cette année 2024, je dis quand même, effectivement, cette année, on a quand même un peu envoyé du pâté. Parce que pour le coup, ces fameux 3 semaines de repos m'ont pas suffi. Là, je parle physiquement. Et puis, il y a le fait, là, je suis un petit peu en mode réflexion globale sur ce que je fais. Alors, je dis ça, puis j'ai déjà candidaté au comité directeur de la Fédération française handisport. Je suis, on est 3 vraiment en lead pour soutenir notre président nouvellement élu. Moi, je me suis officiellement mis dans sa liste, ça a très bien marché. On a été élus. Bravo. Voilà, avec une grande réussite, on en est très fiers. Donc, j'ai déjà redémarré. Mais pour le coup, il y a quand même ce besoin d'être plus calme, un petit peu plus posé. Mais chez moi, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais tu as des cycles. Et donc c'est ça. C'est une phase d'intensité. Tu accomplis des objectifs qui te tiennent à cœur ou tu te donnes à fond. Et après, mais de toute façon, après, tu es quelqu'un qui, j'ai l'impression, est drivé. Donc, ça, t'as toujours un nouveau défi, quoi. Ah oui, il en faut. Sinon, pourquoi on se lève le matin ? Ouais, c'est vrai. Non, mais on le dit, de toute façon, que dans la vie, le truc, c'est de... Tu sais, t'as toujours l'impression... Parfois, l'erreur, j'ai l'impression, c'est... beaucoup d'entrepreneurs, ils font ça, c'est de se dire je vais être heureux si j'accomplis tel objectif. Tu vois, donc du coup, on fait tout pour se battre et pour à obtenir quelque chose. Puis une fois qu'on l'a fait, parfois, tu es un peu, tu vois, par exemple, vendre sa boîte, il y a plein d'entrepreneurs, ils font tout pour vendre leur boîte. Une fois qu'ils l'ont vendue, boum, ils sont en dépression. Tu vois. Oui, parce que pour le coup, déjà, c'est le chemin qui est intéressant, tu vois, oui. Moi, je trouve. Voilà, je suis d'accord. Je pense qu'il faut décorréler l'instant présent où on peut être heureux au quotidien. Ça, c'est important. Pour moi, il y a vraiment des moments de bonheur dont on a besoin pour se nourrir et pour avancer. Puis après, il y a le fameux objectif. Là, on parle d'une vente d'une entreprise qui est un objectif final. Et il faut faire attention parce que qu'est-ce qu'on écrit derrière cet objectif final et comment on gère, et ça, on en parle beaucoup en ce moment, sur justement l'effet post-jeu de 2024, c'est comment on a anticipé et comment on a préparé cet énorme changement. Et puis, il y a aussi le côté hormonal, on va se le dire aussi, quand on est dans une pression de vouloir atteindre un objectif comme celui de maximiser son chiffre d'affaires pour vendre, il y a une forme d'adrénaline qui se met en place et de réussite, et puis quand tout s'arrête, il y a clairement les hormones et le corps qui parlent. Ah, c'est marrant que tu parles d'hormones, ok. J'ai jamais entendu. Moi, je me suis shootée à l'adrénaline, là, je vais le dire, je pensais pas que la drogue était aussi puissante. Ah oui, d'accord. J'en avais déjà conscience sur une médaille d'or, on va dire, sur une épreuve sportive ou sur une grande conférence, une grosse prise de parole. Donc, c'est vraiment des moments one-shot qui durent 2 heures. Là, je l'ai mis en mode puissance 10 pendant 17 jours en Olympique. Alors, la pression était moins forte, mais les 12 jours des Jeux paralympiques, je me suis shootée à l'adrénaline à un tel point que j'ai dormi 3 heures par nuit pendant 12 jours sans difficulté. C'est-à-dire que j'étais réveillée avant le réveil. J'avais des rendez-vous pour des prises de parole à la télé à 7h du matin. Mon taxi venait me chercher à 6h30. Jamais j'ai eu une difficulté à me lever. Et ça a même perduré 1 semaine après la grande parade. Ça a été assez dingue, en fait. C'est redescendu qu'1 semaine, ça a dû redescendre vers le 24 septembre. Alors que j'étais certaine de m'effondrer tout de suite post-jeu. Donc, pas du tout. Il y a eu l'effet parade où on a été actifs toute la semaine pour la préparer. J'avais aussi pas mal de moments de festifs pour justement fêter les Jeux. Il y a eu la parade. Derrière, j'ai eu plein de sollicitations au niveau ministériel, au niveau entreprise. Et ça s'est simplement arrêté, mais on va dire le 25 septembre, quoi. Ah ouais, t'es shooté à l'adrénaline. Shooté à l'adrénaline. Ah, c'est incroyable. Ah mais là ça a été impressionnant. T'as raison, c'est hormonal. En fait, j'avais pas mis le mot dessus, mais c'est exactement ça. Ah mais c'est ça. Ça a été impressionnant. Et je pensais pas que ça pouvait être aussi puissant. D'abord tout le monde disait mais t'es partout, on te voit partout. Bah oui, je m'arrêtais pas plus d'une demi-heure ou 1 heure par site, mais j'ai eu aucune difficulté, ni fatigue physique. Alors j'étais prête, c'est-à-dire que j'avais fait très attention pendant 1 an à toute ma préparation physique et mentale. J'avais vraiment pas du tout de retard de sommeil, ça c'était partie des éléments clés. J'ai eu besoin au 15 juillet de prendre un peu d'air, j'ai accepté, j'avais un train qui remontait de Valence, j'ai fait une pause à Grenoble en famille alors que c'était pas prévu, juste pour reprendre un peu d'énergie. Et donc tout s'est bien déroulé, donc j'étais prête. Et puis surtout j'avais lâché la partie vraiment alimentation, je contrôlais plus du tout ce que je mangeais depuis le mois de mai. Ok, bah ouais, donc c'est super intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu... Par exemple, tu vois, une fois que quand tu as eu ta première vraie médaille d'or, donc à Atlanta, c'est ça la première, et que les Jeux se terminent, qu'est-ce que tu te dis ? Parce que tu te dis, il y a 4 ans avant de refaire des Jeux paralympiques, tu vois... Ouais, mais c'est la première. Alors là, pour le coup, elle est tellement facile, celle-là, il n'y a pas de sujet. Bien sûr, je démarre ma carrière. Moi, j'ai le sentiment d'avoir préparé les Jeux pendant 3 ans. Puisque j'ai vraiment commencé le haut niveau en 93 quand j'ai eu ma médaille d'or au championnat d'Europe. Donc repartir pour 4 ans, c'était une évidence. Parce que la seule chose que j'ai en tête, c'est OK, 1 or, 3 d'argent, 1 bronze. Maintenant, comment on fait pour faire 2 or ? Donc tout de suite, c'est hyper facile. Et puis déjà, on sait la prochaine étape étant les championnats d'Europe 97, championnats du monde 98. Donc ça, je trouve que c'est le plus facile. Ce qui était peut-être plus challengeant, c'est après les Jeux de Sydney en 2000,
où je ramène une nouvelle médaille d'or au jeu, tout va bien, tout se passe très bien. Mais pour le coup, le rebond est plus dur parce que je suis en même temps en parallèle en train de finir mon IUT, je bascule en licence, je rentre en fac pure droit des affaires, j'ai 20 ans, là c'est compliqué, la fatigue commence à être là, j'ai plus d'échecs dans ma tête au jeu de Sydney que de réussite. Parce que je fais 1 or et 3 d'argent, c'est pas extraordinaire comme résultat. Tu fais pas mieux que ce que tu as déjà fait. Je fais pas mieux que ce que j'avais déjà fait. Les résultats chronométriques sont pas dingues. Voilà, il y a pas mal de choses à recaler. Et là, c'est là ceux-là qui sont beaucoup plus durs. Et puis surtout, je sais pas ce que je vais y chercher. Puisque j'ai déjà des médailles olympiques, j'ai déjà des médailles des championnats du monde. Voilà. Donc là, c'est grâce à l'entraîneur. Je bouge aussi dans ma carrière sportive. Et donc, c'est grâce à l'entraîneur que je rencontre, justement, Eric Gastadello, que je me fixe purement des objectifs chronométriques. Je me fixe en tête que je veux atteindre la meilleure performance physique que je suis capable d'avoir dans ma carrière et dans ma vie. Et c'est comme ça que je me reconstruis. Ok, c'est super intéressant. Donc, en tout cas, c'est ça. Mais c'est bien la preuve que si tu es ambitieux et tu as envie de réussir des objectifs professionnels ou sportifs, il faut essayer toujours d'anticiper la suite et d'avoir toujours un nouveau projet qui vient et de trouver quelque chose surtout qui a du sens pour toi, quoi. Ouais, c'est clé. Parce que c'est ça. Et parfois c'est évident parce que c'est le tout début d'une réussite, comme quand tu avais 15 ans quoi, ou 16 ans. Et puis parfois, c'est un peu plus dur et donc il faut accepter que ça peut être un peu plus de temps et trouver quelque chose. En fait, ce que je retiens dans ce que tu dis aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est une réussite qui est très liée à toi. Tu ne cherches pas à juste une réussite extérieure, une médaille, etc. C'est genre, j'ai envie de faire mieux que ce que j'ai jamais fait moi, quoi. Oui, parce que moi, je ne suis pas dans une démarche où je cherche la reconnaissance extérieure. Je le fais pour moi, je le fais pour me prouver des choses. Et à aucun moment donné, d'abord, je n'avais pas de partenaire. J'ai simplement été accompagnée par Intersport Oyonnax qui me donnait tout mon matériel sportif dont j'avais besoin. Mais à aucun moment donné, il y a du financier derrière. Donc, comme il n'y a pas de financier, je n'ai pas de pression d'un partenaire, je n'ai pas de pression de mes parents. J'ai simplement ma pression que j'ai envie de me mettre moi. C'est beau, hein, c'est dur, c'est rare les gens qui ont... Je trouve les gens qui ont beaucoup de réussite. Alors moi, c'est plutôt des entrepreneurs. C'est vrai que c'est plutôt aussi des mecs. Donc, il y a peut-être une différence, je trouve. Les mecs, on est un peu concours de kékette en permanence, tu vois. Mais du coup, on est quand même... Enfin, tu vois, je trouve que c'est rare d'avoir vraiment... profondément juste envie de performer pour soi, quoi. Oui, puis surtout pour le bonheur. Enfin, c'est ça qui est quand même assez dingue à expliquer. Enfin, ce sentiment sur un plot de départ, une fois qu'on a touché la plaque, qu'on a sa médaille et qu'on vient chercher sa médaille sur le podium avec la Marseillaise. Enfin, moi, j'étais persuadée, et surtout à Athènes, après les Jeux et ma médaille d'or, la dernière, que j'avais tellement de bonheur dans mon cœur qu'il n'y avait plus de place pour personne d'autre. On parle beaucoup du sentiment de deuil, du sentiment de difficulté, de tristesse, qu'on connaît tous. Mais alors, le sentiment de plénitude, il est aussi incroyable. Je me suis toujours dit, alors ce jour-là... Ça doit être incroyable, incroyable. Et alors, j'ai vraiment... Ce jour-là, je me dis une chose. Je pourrai jamais aimer personne, j'ai plus de place. Mon cœur, il est plein, il va exploser. Il y aura jamais de place pour des enfants, jamais de place pour un mari. J'en suis persuadée ce jour-là. Je suis persuadée que mon cœur est trop plein et qu'il va exploser et qu'il n'y a plus rien à rajouter. On peut plus, il est plein. C'est fou, hein. Puis c'est l'adrénaline, je pense, qui était shootée, quoi. C'est de la drogue, c'est là qu'on voit que c'est de la drogue, quoi. Oui, j'avoue. C'est incroyable. Après, il faut en avoir conscience, du coup, on va la chercher ailleurs. Moi, j'ai parlé de drogue aux Jeux de Paris 2024. Je parle de drogue quand je prends la première parole à France Télévisions sur un micro à Rio. Je parle de drogue quand je suis devant 45 000 volontaires, l'Arena La Défense est pleine à craquer. J'ai un micro-cravate, un beau polo de Paris 2024 et je prends la parole avec mon directeur. Je fais vibrer toute la salle sur les Jeux paralympiques. C'était juste incroyable. J'ai encore les poils qui s'érissent sur l'avant-bras quand j'en parle. Ouais, c'est fou. C'était magique. Voilà. C'est fou. T'es porté, quoi. Porté. Je pense que ce que j'admire chez toi aussi, c'est que je trouve qu'il y a une très belle connexion avec tes émotions, avec ton corps. Moi, j'imagine que c'est aussi surtout ça quand t'as été sportif, quoi. Du coup, tu connais très très bien ton corps. Oui. Alors qu'il y a plein de gens qui sont dans le milieu professionnel plutôt business, on va dire. Souvent, les gens, ils sont assez déconnectés. Ah non, pas moi. Pas du tout. Quoi, et puis en plus, j'adore les moments assez clés. Typiquement, j'ai vraiment un souvenir, un truc magique maintenant que j'adore faire. C'est que je suis justement avec une coach. On est dans le cadre de l'animation d'un codir de jeunes cadres. Et on essaie de les accompagner vers un développement personnel pour la posture de leader et de dirigeant de demain. Et la coach, elle nous fait enlever nos chaussures et on met les pieds nus dans la pelouse. C'était juste incroyable. Donc voilà, et maintenant j'ai des moments tips où je me dis il y a des choses qui me ressourcent. Moi j'adore prendre un bouquin tranquille pendant les vacances, coucher dans l'herbe, coucher dans le sable ou dans l'eau. Je vais aller chercher ces moments-là pour que justement le corps soit vraiment en totale plénitude. Et puis ça aide vraiment pour accompagner du coup l'effort sportif ou l'effort physique. Donc il faut vraiment connecter les deux. Et c'est pour ça mais ça c'est aussi le sport. Quand je parle d'entraînement, j'ai parlé nourriture, j'ai parlé sommeil. Vraiment quand on s'entraîne et quand on se prépare, mais même pour un objectif professionnel, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas arbitrer. Moi, j'arbitre pas le sommeil.
Ouais, non mais t'as raison, c'est des questions de priorité, quoi. Bah, bien sûr. Priorité. Ouais. Et c'est pas des fois la demi-heure. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais épuisée, je monte dans un TGV, j'avais une des plus grosses réunions à faire, puis surtout beaucoup d'enjeux personnels pour mon développement de carrière. Je savais que j'étais attendue ce jour-là. J'étais épuisée dans mon train. J'étais pas prête encore. La première chose que j'ai fait, c'est dormir. Parce que j'étais tellement fatiguée, de toute façon, j'étais pas efficace. Je me suis mis un crayon dans la main. J'ai dormi 20 minutes jusqu'à ce que le crayon tombe. C'est comme ça qu'on rentre dans le sommeil profond et ça fait tomber le crayon et hop, ça suffit. Je me suis réveillée et hop, je suis repliée. Et là, j'ai travaillé 2h30. Mais j'étais reposée, j'avais fait ma petite sieste et j'étais repartie. Et comment... Donc après toute cette belle carrière sportive, tu te reconvertis dans les RH. Là, ça fait 14 ans, bientôt 15 ans chez EDF, c'est ça ? Alors, j'ai fait 15 ans avant de partir pour les Jeux de Paris 2024. Pause, voilà, et maintenant, je reviens, effectivement. C'est ça. Et du coup, je me dis, comment est-ce qu'on fait quand on... Tu vois, c'est une question que se posent plein de gens qui veulent relancer une entreprise ou qui veulent changer de job. Enfin, tu vois, c'est... quand tu as eu une expérience qui a été aussi belle, comment est-ce que le reste paraît pas fade, tu vois ? Comment est-ce que tu te dis, en fait... ça provoque quand même moins d'adrénaline d'être DRH que d'être tu vois, sur la piste de départ, quoi. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'on peut pas... D'abord, l'adrénaline, on parle de moments très ponctuels. C'est vrai. Donc, il y a tout le chemin pour y arriver. Qu'est-ce qui me dit que dans 4 ans... Alors, je sais que je prendrai déjà énormément de plaisir à Los Angeles dans 4 ans parce que j'y serai. On a déjà des projets. Mais en plus, j'attends pas que les choses me tombent dessus. J'attends pas que France Télé m'appelle pour savoir s'ils sont intéressés par ma présence. Tu prends déjà les billets ? Oui, clairement. Je prends les billets. La maison sera déjà louée. En plus, on veut faire un projet familial et je candidaterai pour être volontaire au JO. J'ai encore jamais essayé d'être volontaire. Donc, je vais être volontaire au JO. Donc voilà, déjà un projet pour être sûr de jamais regretter ou jamais attendre hypothétiquement quelque chose sur lequel je suis peut-être pas du tout ni dans les starting blocks ni attendue. Donc ça déjà c'est ma première ambition. Et puis surtout là pour le coup je sais très bien qu'il y a à peu près, je me suis laissé 6 mois d'observation dans mes nouvelles missions puis voir après quel défi j'ai envie de me fixer. Non, mais par contre je vais en avoir là. Moi j'ai déjà souhaité me postuler à la Fédération française handisport. Donc déjà je me suis fixé d'autres objectifs. Bien sûr. Et il me semble que tu m'avais dit, là, quand on s'est vu la première fois pendant une conférence que tu animais, et puis dans laquelle il y avait mes entrepreneurs, c'est... tu avais géré des organisations syndicales dans ta carrière, c'est ça ? Oui, quand j'étais... Alors, à 2 moments. Il y a eu 2 types d'organisations syndicales. Il y a eu celle d'EDF, quand j'étais ce qu'on appelle chef de pôle ressources, c'est-à-dire la responsable RH et budgétaire des centrales hydrauliques autour de Grenoble, donc 45 centrales et 375 salariés. Donc là, j'étais en contact direct avec les différentes organisations syndicales. Et puis après, côté une filiale Photowatt, où là aussi, en tant que DRH, c'est moi qui menais le dialogue social. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que c'est vrai qu'en France, on se dit, tu vois, l'image qu'on a, c'est les syndiqués avec le piquet de grève, le feu et puis le barbecue aussi, quoi. Oui, j'avoue que j'ai eu ce moment-là, c'est drôle. Ah ouais ? En plus, c'était drôle parce qu'ils avaient mis, ils avaient allumé un brasier devant l'entrée de la cantine. Et là, je suis déjà à Paris 2024 et je reviens pour manger avec mes collègues. Elles me disent, on va faire le tour, hein, tu vas peut-être pas passer devant le piquet de grève parce que comme j'étais très identifiée, j'avais pas forcément envie de discuter ce jour-là. Mais pour le coup, alors moi déjà ce que je rappelle c'est première chose. Déjà, on remet un petit peu l'église au centre du village. Si on n'avait pas eu des syndicats dans le début du développement de notre droit du travail, on n'aurait pas de jours fériés, on n'aurait pas 5 semaines de congés payés, on n'aurait peut-être pas un contrat de travail qui nous limite à tant d'heures par semaine. Enfin, voilà. Et quand même, il ne faut pas oublier que c'est grâce à des mouvements de négociation sociale qu'on arrive à des vrais droits. Et qu'en France, on est quand même fiers de nos droits et on peut. Puis après, il y a un peu la réalité du terrain. Et c'est vrai que j'avais une forme de légitimité parce que je pense que je donne du sens. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas dire non pour dire non. Si effectivement la revendication sociale, elle a du sens, il faut l'écouter. Voilà. Si la voix des salariés exprime que ça ne va pas, il faut se poser, il faut écouter. Puis des fois, il faut aussi être capable de dire stop, bah là ça fait beaucoup. Et donc maintenant on va arrêter, on a bien négocié, et puis maintenant on va s'arrêter parce que moi ma marge de manœuvre, elle s'arrête à, on va parler d'augmentation annuelle par exemple, 3%, choses comme ça. Et je pense que quand on explique pourquoi et qu'on est capable de dire stop, et ben ça crée quand même un bon chemin. Après, voilà, après 4 ans et demi à Paris 2024, où finalement, nous, on n'a pas eu un corps social très présent et très vindicatif, j'ai besoin de repos avant d'être capable de se mettre autour de la table pour échanger. Parce que quand on a réussi les jeux, on les a réussis sur une énergie incroyable et on ne s'est même pas arrêté ni regardé sur le côté, savoir comment tout le monde allait, on a avancé.
On a vraiment avancé. Des fois au détriment de collègues qui étaient en difficulté, mais on n'avait pas le choix, il fallait qu'on avance. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un tel timing à respecter qu'en fait, c'est un peu marche ou crève quand même, quoi. Alors, personne n'est mort, déjà c'est bien. Par contre, effectivement, il y a des gens qui, à des moments donnés, n'ont pas trouvé leur place, alors que s'ils avaient été dans une structure pérenne pour 40 ans, ils auraient trouvé leur place, parce que c'est aller vite. Et puis surtout, il n'y avait qu'un seul objectif qui était réussir un événement un peu waouh, ce qu'on a fait. Donc voilà, ça c'était assez challengeant. Donc il y a des gens qui n'ont pas compris le rythme ou qui n'étaient pas bien, donc ils sont partis. Mais par contre, c'était juste incroyable de se dire, ça va se passer le 26 juillet. Moi, j'adorais quand Tony ou même comme Étienne Taudobois nous le rappelait régulièrement, des gens assez extraordinaires. Hein. J'ai rencontré des gens assez dingues. Tony Instinguet, il a l'air... Est-ce qu'il est aussi sympa en vrai qu'il a l'air que l'image qu'il a ou pas parce que... Vraiment. Je sais plus qui c'est qui me dit l'autre jour, oui, j'ai lu un article, on m'a dit que c'était un tyran. J'ai dit, ah bon ? Alors, déjà, je suis tombée de ma chaise parce que non seulement je n'avais pas vu l'article, puis alors surtout, c'est pas du tout lui, quoi. C'est vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un qui est à l'écoute des gens, et puis quelqu'un qui entend et qui discute et qui échange. Moi, nombre de fois où il m'a donné cette chance de pouvoir pousser mon énième fois au sujet du métro accessible à Paris 2024 auprès des différents nouveaux ministres, il m'a laissé faire avec toute bienveillance du sujet préparé ensemble avant. Et du coup, il m'a laissé vraiment l'opportunité de pousser mes sujets paralympiques partout. Et puis, il m'a soutenu quand il y avait besoin. Donc, puis en plus, quelqu'un de très bienveillant et très à l'écoute. Non, moi, voilà, des gens très... Mais il a l'air, hein, franchement, vraiment, il vraiment. Dégage, enfin, je trouve qu'il dégage une gentillesse. Complètement. En même temps, une telle inspiration. Tu vois, il est charismatique, quoi, tout simplement. Et puis, ce qui était magique, donc, c'est à chaque fois, ils nous le répétaient tous dans notre équipe de direction, qui était de dire, ça va se passer le 26 juillet, ça aura lieu le 26 juillet, il faudra qu'on sera prêt. Le 26 juillet, ça ne sera pas le 27 matin, ça sera bien le 26 juillet à 8h. Oui, donc il faudra être prêt, quoi qu'il en soit, même s'il y a des ratés, il faudra être là, quoi. C'est ça. C'est ça qui est beau dans ce genre d'événement, quoi. Et du coup, alors je sais pas si tu peux nous le dire avec transparence, mais le monde de la télé, tu vois, c'est un peu comment ? Parce qu'on a l'impression un peu que c'est, tu vois, effectivement, en apparence, tout est tellement bien clean, propre, bien organisé, mais derrière, on se dit parfois, il y a tellement d'histoires sur des managers parfois assez toxiques ou des choses comme ça. C'est quoi, selon toi, ton expérience de la télé ? Moi, c'était magique. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à vivre, ça a été ma propre expérience personnelle de développement de compétences. C'est ça qui a été très violent pour moi à Rio. Je suis débarquée dans cet environnement que je ne connaissais pas. Et finalement, j'avais préparé des choses, mais qui n'étaient pas forcément les bons thèmes. Hein, j'avais été sur des sujets qui étaient déjà connus, par exemple, par Alexandre Moyon. Donc, j'y ai passé des heures au carré pour essayer d'avoir tous les chronos de chaque athlète, multipliés par nombre de classifications, par nombre de disciplines. Vous imaginez un peu le truc. 4 courses, 4 nages, 13 catégories de handicap, hommes, femmes, multipliés par nombre de pays, ça commence à faire de la donnée. Ah, c'est clair. Et donc, tout t'as j'avais révisé. Tout fait, j'avais révisé des mois et des mois. De connaître par cœur les trucs. C'est quoi. ça. Ouais. Et j'arrive et là, je tombe. C'est ma faute. J'avais aussi plus étudié sur la personne d'Alexandre Moyon. Et là, je tombe sur quelqu'un qui est hyper amnésique, qui retient tout. Donc, lui, il avait déjà tout. Le temps que moi j'ouvre ma fiche pour essayer de réviser, lui il savait déjà. Donc j'avais pas trouvé mon positionnement. Donc je me suis beaucoup challengée sur qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dois apporter aux Français. Donc ça a été très très dur pour moi. Méthode Atlanta 96, je pleure un bon coup le soir dans ma chambre, je me mets 2 baffes et me revoilà partie le lendemain en me disant mais en fait ce que j'ai besoin 24 heures de découragement. 24 heures, moins, pour le coup j'ai eu moins de temps, j'ai eu une soirée. Et puis pour le coup je me suis dit en fait qu'est-ce que je fais là ? Et ben je suis venue pour expliciter à toute personne, j'ai pensé à ma maman, j'ai dit finalement à la ménagère de 50 ans qui est en train d'éplucher ses carottes pendant qu'elle va allumer France Télévisions à 9h le matin, elle ouvre les Jeux Paralympiques, elle n'y comprend rien, qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter ? Et c'est comme ça que je suis repartie. Et du coup, j'ai complété les propos d'Alexandre Moyon et j'ai appris aussi à me positionner comme quelqu'un d'être en soutien. Et à côté de ça, toute l'ambiance, moi j'ai adoré. C'est-à-dire qu'il y a des équipes techniques qui sont là pour nous, puis là pour le coup, on découvre ce que c'est que le service. Les gens sont là pour nous aider. C'était assez incroyable à vivre, donc moi je mangeais souvent avec eux parce que j'ai pris plaisir à créer ces relations avec ces gens. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi chez France Télévisions, c'est qu'il y a une vraie continuité de service, ce qui veut dire que je reconnais les mêmes personnes depuis 2016 à Rio. C'est la même équipe qu'on retrouve régulièrement, donc ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il y a une vraie continuité. C'est des gens passionnés en plus, j'imagine. Ouais. Et puis après, bien sûr, c'est comme tout, hein, il y a du dernier moment, parce que typiquement, faut qu'on passe à la boccia, parce qu'Aurélie Aubert, elle est en train de faire quelque chose d'incroyable, alors que nous, dans notre premier plan de travail, c'était plutôt écrit équitation, mais finalement, c'est la boccia qui est en train de faire un truc de fou, donc hop, on switch. Voilà, il y a toute cette spontanéité, mais là qui est due à l'événement sportif. Et puis surtout, moi, ce que j'ai adoré vraiment sur cette édition des Jeux de Paris 2024, c'est qu'ils se tous formés de la plus belle des manières. À tous les niveaux, ils ont été comprendre. Alors, on leur a envoyé pas mal de vidéos, on les a accompagnés à Paris 2024. On a fait un gros job avec
eux, pour leur donner les contenus, les bons vocabulaires, les belles choses à avoir en tête. On a vraiment positionné, ça c'est nous qui l'avons fait, moi j'ai fait des séminaires avec tous les dirigeants des chaînes de télévision et de radio pour leur dire « changez votre façon de traiter le handicap, traitez la performance sportive parce que c'est ce que les athlètes attendent de vous ». Ouais, au lieu de parler du handicap, parler Exactement. de la performance. Quoi. Ça, c'est ce qu'on a fait, ça a marché. Hein. Clairement, on l'a vu en 3 ans, la différence éditoriale qui a été mise en place sur les 3 ans. Et puis après, c'est eux qui ont fait le reste du travail, qui est leur capacité incroyable. Donc moi, j'avoue, je vois pas le côté du tout... ok, c'est intéressant. Non, moi, j'ai vraiment... bienveillance et passion vraiment. Et continuité. Quoi. Vraiment, ouais. Mais en tout cas, ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est que... et je pense que c'est valable dans pas mal de cas dans la vie professionnelle, c'est que tu te dis parfois, pour être légitime, il faut vraiment que je pousse mes compétences comme un malade, et parce que c'est comme ça que les gens vont se dire c'est bon, elle est à la bonne place, alors qu'en fait, il faut réfléchir, c'est quoi ma patte, c'est quoi mon identité, Exactement. Qu'est-ce que j'apporte personnellement, qu'est-ce qui me rend unique. Et toi, en l'occurrence, c'était ta connaissance de la natation handisport, et c'est ça que tu as amené, en fait, ta capacité à véhiculer des émotions, avec l'adrénaline en plus qui te traverse. Et c'est là où tu es complémentaire à Alexandre Boyon, en fait. C'est ça, mais il a fallu que je le comprenne et que j'aille le chercher, ce positionnement. Et j'ai trouvé ça aussi magique. En fait, c'est simple, le premier jour de plateau, je termine le soir, et tout le monde, à chaque fois que je croisais quelqu'un, me fait une remarque gentille. Hein. Oui, tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire ça. Oh là là, je me dis à la 5e remarque, si tout le monde m'en fait une, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est ça, personne m'a pris entre quatre yeux en me disant ça va pas. Mais le fait qu'on veuille m'aider à progresser, je me dis c'est qu'il y a quelque chose quand même. Et c'est là que j'ai cherché ma place. Okay. Parce que je me suis dit, si les gens gentiment essayent de me faire progresser, c'est qu'il y a un truc. Donc c'est ça. C'est un bon type ça. Quand les gens, quand j'en avais 5 dessus qui vous disent, tu pourrais peut-être faire ça, c'est qu'il y a vraiment probablement quelque chose de fondamental à changer. Encore on se dit, voilà. Mais au bout du 5e, je vous promets qu'on se remet en cause quand même. Okay. Mais c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est ça, l'athlète aussi, il a besoin de se remettre en cause. Quand on rate une course, il faut chercher ce qui n'a pas marché. C'est ce que j'applique aujourd'hui dans mon quotidien. Et même dans les expériences de manager, si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, on met en place quelque chose que personne n'utilise, il y a un moment donné, il faut se le dire, quoi. Même si on pensait que c'était la meilleure idée du monde, il faut juste se le dire, ok. Et moi, j'ai un exemple avec ma première équipe, je voulais absolument calculer tout, mettre tout pour essayer d'estimer la charge de travail de chacun. Donc, comment je pouvais automatiser et objectiver le nombre de dossiers traités, enfin bref, job de nouveau manager en place. Et au bout de quelques semaines, je me rends compte que l'outil n'est pas utilisé. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien. Et du coup, c'est là qu'il faut écouter. Et c'est un peu, moi, le conseil que je donne, et c'est ce que je disais l'autre jour, là, j'arrive donc en mandat à la FFH, il y a ces fameux 100 jours d'observation. C'est-à-dire qu'il faut écouter, observer l'environnement. Alors, en entreprise, on a le temps, quand c'est des grosses structures. Quand on parle de France Télévisions, j'avais la nuit, qui devait me porter conseil. Donc, il faut bien sûr adapter le temps à l'objectif et puis à l'environnement, mais il faut observer. Il y a toute cette phase d'observation. Ça, c'est pas facile parce qu'à la fois, surtout sur ce type de job très exigeant, il faut que tu sois à la fois dans l'observation et en même temps directement dans l'action. En tout cas, c'est plutôt une capacité à chaque fois te réinventer et à faire un peu mieux et à bouger le curseur, quoi. Oui, puis l'action, elle est que si c'est nécessaire. Il y a une décision à prendre qui doit être prise dans les 4 jours. Oui, il faut la prendre. Par contre, l'observation pour les changements des modes de fonctionnement, là, on peut se laisser un peu de temps. Écoute, 2 dernières questions pour terminer ce podcast. La première, c'est... pour revenir sur le sujet du handicap, qu'est-ce que tu pourrais dire comme action, comportement que tu vois quelqu'un qui n'a pas de handicap comme moi, tu vois, comme n'importe qui se rend pas compte en fait dans la vie de tous les jours de la présence de ce handicap au quotidien, parce qu'on fait pas attention, tu vois, c'est même pas de la méchanceté, je pense que c'est juste on fait pas gaffe. Qu'est-ce qu'on devrait tous faire en fait? Alors déjà, il ne faut pas se poser trop de questions. Je pense que si la personne en face de toi, elle exprime un besoin ou tu vois qu'elle est en difficulté, là, tu peux te poser des questions. Mais finalement, on n'attend pas à ce que chacun ait un comportement différent. Moi, je parle beaucoup de mon handicap depuis que je suis revenue au jeu. Justement, c'était l'objectif. Alors que il a fallu que j'objective cette démarche parce que je ne l'avais jamais fait. Moi, quand je travaillais chez EDF, pendant 15 ans, mon handicap, ce n'était pas un sujet. Adaptation de poste au début de la prise de travail, on n'en parlait plus. Là, pour le coup, j'en ai fait finalement une expérience, un partage et un souhait de démonstration. Donc déjà, on n'attend pas à être traité différemment. Et puis après, il y a clairement, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, parce que tout le monde me dit, oui, est-ce qu'on doit poser la question, pas poser la question, proposer de l'aide, pas proposer d'aide? Je dis, en fait, c'est pas compliqué. Moi, je glisse une petite phrase dans les 3-4 minutes qui suivent l'accueil de la personne. Je dis, bon, écoute, tu le sais, si tu as un besoin, je suis là, je peux m'organiser exactement comme tu le souhaites. Et en ouvrant cette porte une fois, je mets la personne à l'aise si elle souhaite me demander quelque chose. Et pour le coup, j'ai ni parlé de handicap, ni fait état de la situation.
Ça, c'est important. Donc ne pas faire preuve de pitié, parce que voilà, je pense que personne n'a envie qu'on non. les regarde avec un regard de chien mouillé, chien battu. Ouais, chien battu, c'est mieux. C'est la natation, ça m'a fait, tu vois, de chien battu. Mais par contre, ouvrir des portes, ouvrir le dialogue, quoi, pour que ce soit... Et ça, c'est important. Et puis surtout, moi, c'est pour ça que souvent, et là, j'étais avec Bruce Toussaint pour le duo day avec TF1 le matin. Et ce matin-là, je me suis quand même posé pas mal de questions. Je me suis questionnée parce que je suis pas forcément favorable au duo day au sens où la personne en situation de handicap, elle vient montrer comment elle travaille aux personnes qui n'en ont pas. Hein, ça, c'est un peu plutôt l'objectif, c'est d'avoir un job pour ceux qui n'en ont pas en situation de handicap. J'aime bien inverser l'objectif aujourd'hui sur les duo day. Mais pour le coup, ce qui est vraiment important, c'est que déjà la personne, elle n'a pas du tout envie d'être traitée différemment. Puis surtout, on a tous un rôle à jouer. Ça, c'était mon message clé ce matin-là. On peut tous, dans notre quotidien, réaliser les événements et faire des choses plus accessibles qu'avant. Donc, on peut tous apporter sa patte. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça que j'ai bien aimé comme tu as posé la question, c'est qu'en fait, on ne peut pas demander à chacun de tout savoir. Ça, c'est impossible. On ne peut pas demander aux autres de se mettre à notre place. C'est pour ça que je reste définitivement une femme positive. Et les réseaux sociaux me l'ont écrit. Les gens me disent « On a trouvé que votre intervention avec Bruce Toussaint, elle était quand même un peu trop positive. » Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je préfère sensibiliser, accompagner, à comprendre. Mais pour le coup, je n'ai pas envie de voir les choses négativement parce que souvent, ce n'est pas de la malveillance. Les gens ne savent pas. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, il faut les accompagner. Dans une société aujourd'hui, on oppose toujours tous les communautés, les singularités, les problèmes, et du coup, il y a une susceptibilité exacerbée avec les réseaux sociaux. C'est insupportable, quoi. Insupportable. En fait, regardez-vous, faites-vous des sourires. Voilà, c'est le message bisounours du vendredi soir. Oui, mais ça fait du bien. C'est vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Moi, je l'ai dit, et ce midi, j'ai mangé justement au restaurant. Et c'est le serveur qui est venu me voir. Il me dit « Est-ce que vous voulez qu'on vous coupe votre volaille ?» J'ai répondu oui. Et alors là, ça a impressionné tout le collectif parce que lui, il avait fait attention à mon handicap, mais c'est rare que la personne, elle voit parce que j'ai une veste et on voit pas que j'ai pas de bras à droite. Et pour le coup, il avait fait attention, il avait repéré. Alors peut-être que je suis déjà souvent passée quand même là-bas à la maison latine. Ouais. Mais pour le coup, il m'a proposé de me couper ma viande. J'ai tellement été touchée par l'attention que bien sûr, j'ai dit oui, j'étais contente. Ouais, génial. Mais j'aurais demandé à mon collègue d'à côté s'il pouvait me couper mon poulet et ça se serait bien passé aussi. Ouais, c'est clair. Ok, merci pour ce message positif. Et dernière question, c'est quoi ta définition d'un bon leader du coup ? Alors pour moi, la définition d'un bon leader, déjà, c'est quelqu'un qui sait écouter. Ça, c'est super important. Écouter les autres. Et pour moi, la deuxième qualité nécessaire, c'est aussi être capable de donner du sens. Je pense qu'on peut avoir, et c'est marrant parce que j'ai un membre de mon équipe qui passe son temps à me le dire, qu'il a vraiment eu le sentiment que j'étais pour lui vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce que je lui ai donné un sens à tout ce qu'il faisait au quotidien. Donc pour moi, c'est l'écoute et le sens pour avoir une équipe qui a envie de suivre ce leader pendant des années. Bon, en tout cas, tu te donnes envie de te suivre, Ludivine. Donc, merci beaucoup pour ce super épisode. Merci bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc, n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.